Donc, merci d'abord à Mireille et à Béatrice d'avoir bien voulu m'inviter pour ce cours public consacré à la question de l'architecture et du climat. Et je vais donc rentrer dans la matière par un aspect qui peut paraître surprenant, qui est celui en fait de l'architecture qu'a produit le phénomène colonial, et de voir comment il y a eu un moment où les architectes européens, et en particulier les architectes français, sont véritablement intéressés à savoir comment on transpose une architecture dans une situation autre climatique, comment on fait face à un bouleversement, un changement climatique très rapide, puisqu'en fait on changeait brusquement de latitude, et comment on essaye d'adapter les canons architecturaux à ces nouvelles conditions climatiques. Et donc ça m'amènera à se poser la question de savoir un peu comment on va pouvoir envisager en fait ces colonies comme une sorte de laboratoire de l'architecture climatique. Alors pour moi il y a vraiment une actualité du sujet. Je vais essayer de vous le montrer avec 3 cartes. Si ça, oui, ça va fonctionner comme ça. 3 cartes qui vont essayer de montrer l'actualité du sujet. Les 2 premières cartes vous montrent en fait. Donc c'est une map monde et on va voir donc déjà d'abord 2 cartes qui présentent en fait la croissance urbaine dans le monde à la fois depuis 1990 jusqu'à l'année dernière donc ici et puis les projections qui sont faites par ONU Habitat à horizon 2030. Alors pour la lecture de ces cartes là, quand vous voyez du vert, c'est que ce sont des villes qui sont en croissance faible, et quand vous voyez des couleurs chaudes, orange et rouge, vous voyez que la croissance urbaine est forte. Donc si je reviens sur la carte des 15 dernières années, enfin des 20 dernières années même, on voit qu'il y a eu une forte croissance urbaine, ça vous le savez, en Chine, en Inde, et également en Afrique. Et quand on regarde ce qui se projette à l'avenir, parce que là, il y a effectivement, avec la question du changement climatique, une nécessité de se projeter dans l'avenir, on voit que le gros de la croissance urbaine, enfin les endroits où il y aura le plus de croissance urbaine, ce sera sur le continent africain. Et on voit que globalement, les villes du Sud, comme on les appelle, sont les lieux où va se passer la croissance urbaine. En 2030, la population de l'Afrique sera majoritairement urbaine et des villes comme Lagos ou Kinshasa seront plus grandes que Los Angeles ou Pékin. Donc c'est pour vous montrer effectivement que la réflexion qu'on a à l'échelle internationale sur la manière de construire, elle va d'abord devoir être pensée par rapport à ces territoires et en relation notamment avec leurs conditions climatiques. Et si je fais un zoom sur un deuxième aspect qui est un aspect énergétique, excusez-moi, un aspect énergétique, vous avez devant vous une carte que vous connaissez peut-être, qui est une photographie prise de l'espace, donc d'un satellite, et qui présente en fait la Terre vue la nuit. Et donc vous pouvez voir un peu toutes ces constellations lumineuses qui correspondent aux endroits où effectivement il y a des villes, mais où surtout il y a de l'électricité. Et vous voyez qu'il y a un espace où il y a relativement peu d'électricité. Alors c'est effectivement l'Afrique. Et effectivement, il y a un enjeu en particulier en Afrique aujourd'hui qui est une pénurie d'électricité. La plupart des pays, au moins en Afrique subsaharienne, connaissent ce qu'ils appellent des délestages, c'est-à-dire des coupures de courant très régulières, voire quasiment continues. On a aussi des quartiers entiers qui ne sont pas raccordés au réseau électrique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs initiatives, dont une qui est soutenue par un ancien ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, s'intéressent à la problématique effectivement d'approvisionnement d'électricité. Et pourquoi je parle d'électricité? Parce qu'aujourd'hui, le principal médiateur, je veux dire, dans les constructions récentes et sophistiquées, on va dire, dans ces pays du Sud, le principal médiateur entre le climat et le confort, c'est la climatisation artificielle. Et cette climatisation artificielle, on a besoin d'énergie pour l'alimenter. Et donc, du coup, si on continue sur le dispositif actuel de penser l'architecture avec la climatisation artificielle, on va clairement dans un mur à la fois énergétique, puisqu'en fait, les réseaux ne supporteront pas et les réseaux ne sont pas structurés pour
pour effectivement supporter un tel approvisionnement énergétique, d'une part, et d'autre part parce qu'on a bien évidemment des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir produire de l'électricité, mais on a aussi des énergies fossiles qui sont encore très largement utilisées pour produire de l'électricité, et donc utiliser des énergies fossiles, ça renforce les fameux gaz à effet de serre, et donc on a un phénomène qui s'auto-entretient, où des villes vont devoir s'adapter au changement climatique parce que effectivement, on va avoir un réchauffement global et des phénomènes climatiques de plus en plus brutaux et qui concernent particulièrement le Sud, les pays du Sud. Et en même temps, on aura des pays qui auront de plus en plus besoin d'énergie. Et donc, du coup, là aussi, dans la manière de diriger l'énergie entre les différents secteurs d'activité, il y aura des choix à faire. Et peut-être qu'une architecture qui serait, je veux dire, moins gourmande en électricité, plus frugale, et qui en même temps serait susceptible d'apporter du confort à ses habitants est très certainement un des enjeux à venir. Alors, je vais parler de la question coloniale, et derrière la question coloniale, il y a évidemment un passé, voire un passif. Certains ont même dit un passé qui ne passe pas. Et je retiens une phrase qui a été prononcée par un écrivain ivoirien qui s'appelle Kofi Kwaoulé, que vous connaissez peut-être, qui est un écrivain ivoirien. Un certain nombre d'écrivains ont été en fait réunis pour une sorte de table ronde juste avant la COP 21 pour parler effectivement de littérature et de changement climatique. Et Kofi Kwaoulé a dit la chose suivante, à propos notamment des pays du Sud. C'est la mauvaise foi la plus carabinée ne peut pas contester l'importance du combat climatique. Ce qui est contestable, en revanche, c'est un certain discours qui désormais le précède et le suit, tel un garde du corps. Subrepticement, l'écologie ne devient-elle pas sous nos yeux la nouvelle parole surplombante de l'Occident, le nouveau promontoire d'où le Nord tense le Sud? Et donc, dans ce que je vais vous présenter, je pense qu'il y aura à garder en mémoire cette problématique aussi de paroles surplombantes. On essaiera de voir effectivement comment l'architecture climatique a aussi quelque part été une parole surplombante, puisqu'elle a été produite depuis le continent africain, européen pour le continent africain, et qu'il y a très certainement une réflexion à avoir aujourd'hui entre les dispositifs techniques tels qu'ils sont présentés et tels que je vais vous les présenter, et par ailleurs le discours qui peut être véhiculé à travers cette architecture. Ma présentation va être en trois grandes périodes. Une première période, en fait, où on va présenter, qui va à peu près des années 1880 aux années 1930, où, en fait, se met en place une pensée architecturale par rapport au climat, et on verra comment la pensée architecturale, qui d'abord était positionnée en opposition pour s'opposer au climat, et a commencé à essayer de faire du climat un allié de la construction. Et donc ça me paraît très important, et ça c'est quelque chose qui se développe entre la toute fin du 19e siècle et le premier tiers du 20e. Et puis ensuite, on verra qu'il y a une sorte de moment climatique dans l'architecture dite coloniale, ce moment climatique qui correspond à la traduction du mouvement moderne architectural inspiré par Le Corbusier sur le continent, sur les secteurs intertropicaux, et en particulier sur le continent africain, mais on pourrait dire la même chose, bien évidemment, du continent d'Amérique latine, et notamment tout le mouvement des architectes modernes au Brésil. Et puis, dans un troisième temps, on verra comment il y a une sorte de reflux de cette réflexion, de cette pensée architecturale liée au climat, après, assez rapidement après la fin de la colonisation, donc après les indépendances, et comment aujourd'hui ça revient progressivement, comment il y a certains architectes qui s'inspirent des dispositifs qui avaient été mis en place dans les années 1940-1950 et comment ils essayent de les réinterpréter dans des bâtiments d'architecture contemporaine. La toute première réflexion, ça va être de savoir effectivement cette évolution du changement climatique, de la pensée du climat en relation avec la construction. Alors, je vais commencer en fait par des matériaux qui fleurent bon la colonie. Vous avez devant vous, là, une photo qui représente Charles de Chavannes,
qui est le premier gouverneur en fait, de ce qui s'appelait alors le Moyen Congo. Donc Charles de Chavannes, c'est une photo qui date à peu près des années 1885-1890. Et Charles de Chavannes donc, est un gouverneur qui est venu avec Savorgnan de Brazza, qui était l'explorateur qui est arrivé sur les rives du fleuve Congo, les rives nord du fleuve Congo, alors que son challenger Stanley, pour le compte de Léopold II de Belgique, arrivait, lui, sur les rives sud du Congo. Et donc Charles de Chavannes est le premier gouverneur, et c'est quelqu'un qui commence à implanter une ville qui va devenir Brazzaville. Et vous le voyez là, à travers la manière, c'est typique de la manière dont les premiers colons, les premiers administrateurs coloniaux vont se présenter en fait dans leur environnement colonial. Vous avez donc Charles de Chavannes qui est sous sa véranda, et on va voir tout à l'heure que la véranda joue un rôle essentiel à la fois de façon du point de vue climatique, mais également du point de vue de la sociologie des colonies. Et c'est à peu près à cette même période, enfin un peu plus tard, que vous avez un auteur très célèbre, enfin, ce que vous connaissez certainement, qui s'appelle Joseph Conrad, qui est un marin d'origine polonaise et qui va devenir anglais, mais qui fait un détour à un moment par le Congo, et où il sera marin sur le fleuve Congo, entre autres, hein, et qui va donc s'inspirer de cette expérience-là pour son célèbre roman Au cœur des ténèbres, que vous connaissez aussi certainement. Vous avez peut-être vu Apocalypse Now, qui est un film qui a été tourné, je veux dire, comme une sorte de transposition au Vietnam de ce roman. Et ce qui est assez intéressant dans la manière dont Joseph Conrad approche en fait la question de l'environnement, c'est qu'il donne une description qui est assez, à mon sens, assez proche de la manière dont les Européens qui sont transposés, enfin qui sont envoyés dans cet environnement intertropical considèrent cet environnement, c'est-à-dire comme profondément hostile. Donc là aussi, je vais vous lire juste un petit court, enfin oui, un petit extrait de ce roman. C'est au tout début du roman. C'était devenu un lieu de ténèbres. Là, il parle du Congo. Mais on voyait particulièrement sur la carte un fleuve, un grand fleuve puissant, qui ressemblait à un immense serpent déroulé, la tête dans la mer, le corps au repos, infléchi sur de vastes distances, la queue perdue au fond du pays. Là, on parle effectivement du fleuve Congo. Et la mort tapie dans l'air, dans l'eau et dans la brousse. C'est-à-dire que profondément, je veux dire, pour les Européens qui arrivent dans ces années 1880, dans ces territoires équatoriaux, l'environnement est profondément hostile. Hostile à la fois dans la nature, la brousse, hostile dans l'eau, et notamment parce qu'on ne maîtrise pas encore tous les principes hygiéniques qu'on arrivera à mettre, je veux dire, qu'on arrivera effectivement à traiter au cours du XXe siècle, et également l'air, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement la perception du climat lui-même, qui est considéré comme profondément annihilant pour l'Européen. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce discours romanesque, on va le retrouver également dans des livrets de colonisation, c'est-à-dire c'est des petits opuscules qui sont produits à l'intention d'élèves de l'administration coloniale ou d'élèves de l'armée qui sont censés partir aux colonies. Et dans ces petits opuscules, on explique effectivement que les médecins ont constaté que l'Européen ne peut pas, sans danger pour sa santé, habiter toutes les latitudes dans toutes les parties de notre globe. L'extrême froid et l'extrême chaud lui sont également préjudiciables. Donc il y a une sorte de paradoxe entre une Europe qui se projette à l'extérieur, une Europe qui va à la conquête et notamment des territoires chauds, et en même temps un territoire profondément considéré, un environnement considéré comme profondément hostile. Et l'enjeu de l'architecture sera d'être un médiateur entre le climat et l'européen, aura pour rôle en fait de reconstituer un environnement qui sera favorable à l'européen. Alors, comment fait l'Européen pour travailler par rapport à ça? Il va, au tout début, s'inspirer plus ou moins, on va dire, de ce qu'il trouve sur place. Parce que quand on arrive à Brazzaville en 1880, on arrive, Brazzaville est situé à 500 km de la côte, on arrive à pied.
On a une route des caravanes, et donc du coup, c'est très difficile d'amener avec soi des matériaux et des éléments de construction. Donc les premières constructions vont s'inspirer de l'architecture vernaculaire, de l'architecture locale qui existe. Vous en avez un exemple qui, en haut à gauche, qui est une case en matériaux naturels, en matériaux périssables, comme ce qu'on trouve dans la plupart des pays de l'Afrique équatoriale. C'est assez différent de ce qu'on va trouver, par exemple, dans la zone sahélienne, où on travaillera plus avec la terre. Mais là, dans la zone équatoriale, où on a beaucoup de forêts, où les différences de température entre le jour et la nuit ne sont pas très importantes, on va construire avec des matériaux légers et une architecture qui est en même temps assez sophistiquée, notamment dans la manière de tisser en fait le raffia et de créer des systèmes qui permettent effectivement d'avoir des huttes ou des cases, comme on les appelle, relativement fraîches. Et donc les tout premiers temps de la colonie, les colons, les Européens, vont s'inspirer en fait de et vont utiliser en fait ces matériaux locaux, mais vont les transposer dans un modèle qui est celui de la case coloniale, de la case en véranda, on le verra tout à l'heure. Et là, en bas à droite, vous avez une photo de ce qu'on appelle une carte postale d'une factorerie, c'est-à-dire c'était un comptoir commercial qui est installé sur le fleuve Congo, en amont de Brazzaville. Et cette factorerie, on vient s'implanter là pour extraire le bois, pour extraire le caoutchouc, l'EVA. Hein, c'est le grand boom de l'EVA en Afrique comme dans l'Amazonie. Hein. Et évidemment aussi les défenses, l'ivoire des défenses d'éléphants. Et déjà, dans la photo que vous voyez là, on a déjà des premiers préceptes de l'architecture climatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas implanter la case principale, le bâtiment principal près du fleuve qui est tout en bas. On va l'implanter un peu en hauteur pour pouvoir bénéficier des vents. On verra que les vents ont un rôle assez important dans cette architecture tropicale. On va la surélever là aussi pour se protéger effectivement soit des inondations, soit de tous les fameux dangers qui peuvent être dans la brousse. Et puis on va protéger au maximum les pièces d'habitation en créant un espace tampon qui est la véranda, c'est-à-dire une galerie couverte et qui est censée, on le verra tout à l'heure, protéger du rayonnement solaire les pièces principales du bâtiment. Alors, au bout de 15-20 ans, donc juste en face du Congo qui est alors français, il y a le Congo belge et les Belges décident de construire un chemin de fer, ce sont les premiers à construire un chemin de fer et donc peu à peu on va pouvoir amener des premiers matériaux un peu plus à l'européenne et notamment les métals, le métal, les tôles. On va pouvoir aussi construire des briqueteries et donc on va pouvoir construire en dur. On va pouvoir former quelques menuisiers, donc du coup on va pouvoir commencer à produire des persiennes, à construire des charpentes, et donc peu à peu se met en place une sorte de savoir-faire. Et là vous avez un exemple d'une de ces premières cases, on est toujours à Brazzaville, qui a été construite dans les années 1890-1900, qui est une case de comptoir. Hein. C'est une case pour un commerçant de Brazzaville. On est au bord du fleuve. Et on commence à voir cette architecture avec cette galerie, vous voyez, au premier plan. Si c'est très visiblement le pointeur est parti. Mais cette galerie au premier plan avec des persiennes qui permettent de réguler l'apport de lumière et l'apport de rayons solaires à l'intérieur de l'espace, et puis cette couverture assez large, on va dire, avec une toiture en tôle. Si je regarde à l'intérieur, voilà la véranda telle qu'elle apparaît. Donc c'est un espace relativement grand, hein, vous voyez, on est sur des espaces de plus de 3-4 mètres. Et vous avez à votre gauche le corps principal du bâtiment, donc les pièces à vivre proprement dites, qui s'ouvrent directement sur cette véranda et qui sont censées être protégées du rayonnement solaire par cet espace tampon qu'est la véranda. Et cette architecture qu'on appelle la case à véranda ou la case coloniale, on va la retrouver de façon assez systématique dans toute l'architecture, en tout cas en Afrique centrale, jusque dans les années 30.
Et on va avoir des modèles qui vont être produits depuis la métropole. Là, devant vos yeux, vous avez un plan qui date de la première décennie du XXe siècle, qui a été produit par l'administration coloniale et qui est censé être apporté avec les administrateurs lorsqu'ils vont s'implanter dans des postes aux colonies, et sur la manière dont ils... ah non, excusez-moi, il faut que j'avance. Donc voilà le plan en question. Sur la manière de construire ces fameuses cases coloniales. Vous avez donc à votre... En bas à gauche, vous avez en fait un plan où vous voyez au centre du plan en fait les pièces d'habitation. Il y en a 4 qui sont assez frustres. Hein. C'est des grands carrés qui sont ouverts sur 3 ou 2 côtés. Et vous voyez que la superficie de ces pièces, elle est finalement dans un rapport à peu près équivalent à la superficie de cette fameuse véranda que l'on voit tout autour et avec ses poteaux en noir qui est censé protéger ce corps principal du bâtiment. Sur l'élévation, sur la coupe élévation qui est juste à droite ici, on voit ce dispositif en fait avec une véranda qui est une galerie couverte par un premier toit qui est décroché en fait du toit principal, qui est décroché du toit du corps principal, et très souvent on va trouver dans cet espace, dans cet interstice entre le toit de la véranda, le toit de la galerie et puis le toit du corps principal, des systèmes d'aération, des combles, parce que l'un des enjeux, on le verra aussi tout à l'heure, c'est d'aérer au maximum ces combles pour éviter le surchauffement des pièces qui sont situées en dessous de ces combles. Donc là, on va avoir un type architectural qui va se développer, et quand vous regardez cette photo qui représente un des premiers grands bâtiments administratifs de Brazzaville, on retrouve typiquement le modèle que je vous ai présenté, un peu modifié, parce qu'en fait là on est sur quelque chose d'un peu plus complexe, puisqu'on a un bâtiment avec un étage, avec au rez-de-chaussée les bureaux et à l'étage les pièces d'habitation. Vous pouvez peut-être apercevoir, pour ceux qui ont de bons yeux, en fait un colon avec son costume blanc, son casque colonial, qui est venu en fait placer sa table, son bureau, à cette interface entre l'intérieur et l'extérieur, parce qu'il faut dire que ces espaces qui étaient situés derrière les galeries étaient très sombres et quand même relativement peu confortables. Alors, c'est un dispositif qui est un modèle, c'est-à-dire que les gens vont le construire sur place, mais avec l'arrivée en fait du train, on va pouvoir commencer à apporter des matériaux un peu plus pondéreux, et notamment du métal et de la fonte, et on va retrouver en fait des cases qui sont construites entièrement en métal, qui sont des cases préfabriquées. On en trouve à la fois, je veux dire, au Congo belge, au Congo français, on en trouvera aussi dans les colonies de l'Empire britannique. C'est-à-dire, en fait, c'est une manière aussi pour les Européens de maîtriser complètement la chaîne de production, puisque, en fait, l'une des grandes difficultés que disent faire face les colons, ou que les colons disent auxquels ils doivent faire face selon leur dire, c'est qu'ils ont peu de matériaux propices sur place et une mauvaise main-d'œuvre. Et donc, du coup, c'est comme ça que s'est développé un principe de préfabrication. Et ça correspond notamment à une période de surproduction de construction métallique par les grandes aciéries en Europe. Donc, ça tombe bien. Aussi bien pour les grandes aciéries françaises, belges ou anglaises, britanniques, elles trouvent un débouché dans les colonies assez remarquable, et on va trouver au tournant du XXe siècle toute une série de constructions métalliques, et on en trouve encore quelques-unes, mais très rares, notamment au Congo et plus à Kinshasa d'ailleurs qu'à Brazzaville. Et là aussi, on commence à voir aussi des principes climatiques. Vous avez, par exemple, sur le petit édifice qui est à droite, vous avez, qui est probablement un espace servant, peut-être une cuisine, vous avez un lanterneau au-dessus de la toiture qui est censé favoriser la ventilation de la pièce à l'intérieur. Alors, on reste dans des dispositifs de ce type-là pendant assez longtemps, hein, jusque dans les années 20, du moins pour l'Afrique centrale. C'est moins vrai pour l'Afrique occidentale ou pour l'Afrique orientale pour les Anglais. Mais on reste sur des dispositifs de ce type-là parce qu'il y a très peu de sachants
dans le domaine de la construction, il n'y a pas d'architectes, il y a très peu d'ingénieurs, on a quand même plutôt des administrateurs qui sont censés être polyvalents, et les services des travaux publics et des bâtiments vont apparaître assez tardivement à la fin des années 20 à Brazzaville. Et il se trouve qu'il y a un moment qui va faire la bascule entre ces premiers temps de la colonie, où la case à véranda est vraiment très prépondérante, et puis une évolution dans la manière de construire dans les colonies, c'est l'exposition coloniale de 1931, dont vous avez certainement entendu parler, qui s'est déroulée en fait dans le bois de Vincennes, à peu près au niveau de la Porte Dorée. Aujourd'hui, on a justement deux édifices deux témoignages de cette exposition coloniale. C'est d'une part le zoo de Vincennes et puis d'autre part le palais de la Porte Dorée. Entre autres, il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux. Et pendant cette exposition coloniale, qui est une sorte de manifestation, où la manière dont la France en particulier et l'Europe montrent sa domination du monde et la manifestation des apports technologiques et scientifiques au reste du monde, eh bien, il se tient une sorte de congrès, un congrès international de l'urbanisme aux colonies et dans les pays de latitude intertropicale, congrès qui est censé faire le point, l'état de l'art sur la manière de construire aux colonies, mais également dans d'autres pays, notamment on aura un certain nombre de rapports sur l'Amérique latine, qui ne sont plus des colonies. Et ce congrès se tient sous le patronage de quelqu'un dont vous avez peut-être aussi entendu parler, qui s'appelle le maréchal Lyautey, qui est reconnu comme étant le grand urbaniste ou le grand fondateur de l'urbanisme colonial par les travaux qu'il a menés, notamment au Maroc, d'élargissement, d'agrandissement des villes, des grandes villes royales marocaines, ou même de création de grands espaces urbains, comme par exemple Casablanca. Et donc le maréchal Lyautey est une sorte de figure tutélaire de ce congrès, qui va rassembler des médecins, beaucoup de médecins, parce que, comme je vous ai dit, d'abord la question de la construction est vue d'un point de vue de l'hygiénisme, des ingénieurs, bien évidemment, parce qu'il y a la dimension technique de savoir comment on va travailler avec les matériaux, comment on va travailler avec le climat, et également les architectes qui commencent à faire leur apparition aux colonies, qui commencent à revendiquer, si je peux dire, une place au soleil. Et pour résumer l'état d'esprit de ce congrès, je vais citer en fait les propos du directeur des congrès, M. Vivier Destrel, qui introduit en fait ce congrès, qui ouvre ce congrès, et vous allez voir que c'est particulièrement éloquent. Donc il va essayer de faire une opposition entre ce qui se passe en Europe, dans le vieux monde, et dans ces colonies qui sont considérées comme un nouveau monde. Donc, en parlant de l'Europe, il dit « Changer ce qui existe depuis longtemps, le moule si uniforme et si désuet qu'il soit, auquel se sont habituées de nombreuses générations, est une œuvre qui dépasse les forces humaines. Mais dans un pays vierge, où tout est à créer, il est naturel qu'on fasse du nouveau, qu'on établisse des plans audacieux, que l'on réalise des idées dont l'envergure s'adapte à l'immensité des territoires et aux perspectives sans limite d'un avenir sans passé. » Donc, perspective sans limite d'un avenir sans passé. Donc, on voit une sorte de lyrisme, et derrière ce lyrisme, on voit vraiment les préjugés culturels, enfin, en tout cas, le fondement culturel qui va sous-tendre, en fait, la production architecturale dans les colonies, en particulier en Afrique subsaharienne. C'est effectivement de considérer qu'il n'y a pas d'histoire, que l'histoire commence avec l'arrivée des colons, et que donc, du coup, on n'a pas la force de l'habitude, comme on pourrait l'avoir dans nos vieux pays de l'Europe, et donc on va pouvoir faire du nouveau, on va pouvoir expérimenter, on va pouvoir construire des sortes de laboratoires de l'architecture moderne, et on va pouvoir effectivement tester des dispositifs que l'on pourra peut-être après rapporter en métropole. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on peut considérer qu'à partir de ces années 30, il y a vraiment une volonté en fait, de la part de l'administration coloniale et de la plupart des personnes qui travaillent dans les colonies à cette époque-là, de tester et d'expérimenter, d'en faire une sorte de laboratoire, quitte effectivement à faire fi du passé. Alors, comment ça se traduit à Brazzaville et dans beaucoup de villes
ce qui se passe à Brazzaville se passe dans la plupart des villes coloniales de l'époque, c'est d'abord qu'on commence par un règlement d'urbanisme. À Brazzaville, le règlement d'urbanisme arrive relativement tardivement. Et ce règlement d'urbanisme, il est dicté par une sorte d'hygiénisme, qui est une bonne manière, en fait, pour l'administration de séparer, en fait, la partie, la ville blanche, comme on l'appelle, des quartiers indigènes, comme on les appelle aussi. Donc là, vous avez une photo aérienne qui représente Brazzaville, vue du fleuve. En bas, à gauche, vous avez le fleuve. En premier plan, vous avez la ville blanche, la ville de l'administration, la ville de l'économie et aussi la ville de l'église, puisqu'on a vraiment un triptyque qui se constitue dans ces villes-là autour de l'administration, de l'église et du commerce. On a en arrière-plan, en fait, un vaste secteur qui se lotit progressivement, qui sont ces fameux quartiers indigènes, que Georges Ballandier, un sociologue des années 50, appellera les Brazzavilles noires. Et puis entre les deux, vous avez une zone non édificandie, qui est plus ou moins importante, qui est censée faire un espace tampon entre les deux parties de la ville. Et là aussi, on voit qu'on prend, je veux dire, prétexte des questions d'hygiène pour en fait séparer les races, comme on disait à l'époque. La deuxième manière en fait, d'aborder le climat, notamment à Brazzaville, c'est d'avoir, dans la ville blanche, donc dans la partie construite pour les Européens, une logique de dissémination, c'est-à-dire on a des parcelles qui sont relativement vastes, qu'on va vraiment planter de façon très abondante et dans lesquelles en fait, on va disposer des pavillons qui seront assez éloignés les uns des autres et qui fait que très rapidement, cette ville de Brazzaville va gagner le surnom de Brazza la Verte, d'être une véritable cité-jardin avec des plantations à la fois dans les parcelles et des plantations d'alignement qui utilisent effectivement les essences locales et de façon assez intéressante. Et donc du coup, on a un deuxième élément de traitement du climat qui est effectivement de se dire il faut qu'on crée un environnement qui soit également, qui intègre la question du végétal. Alors, au cours des années 20, il y a quelque chose d'assez important qui arrive pour Brazzaville et qui va booster son développement, c'est la construction du chemin de fer Congo-Océan, construction dont vous avez peut-être aussi entendu parler à travers en fait, les livres d'Albert Londres, puisqu'Albert Londres ou d'Henri Gide, puisqu'Albert Londres, en partie, va dénoncer les conditions absolument scandaleuses dans lesquelles s'effectue la construction de ce chemin de fer qui coûte quand même pas mal de vies humaines et qui était un exploit en même temps technique sur 400-500 km et qui permet effectivement de désenclaver Brazzaville. Parce qu'effectivement, la particularité de Brazzaville est en face de Léopoldville, ce qui deviendra Kinshasa, que vous avez à votre extrême droite, c'est d'être, donc certes sur le fleuve, mais ce fameux fleuve Congo, il n'est pas navigable de son embouchure et quand on remonte sur 200-300 km. Et donc du coup, c'est d'ailleurs pour ça que ces villes-là ont été implantées à cet endroit-là, c'est qu'elles ont été implantées à ce qu'on appelle une rupture de charge, c'est-à-dire que le fleuve devient navigable sur 1000-1500 kilomètres en amont et irrigue un bassin, ce qu'on appelle le bassin du Congo, qui irrigue toute l'Afrique centrale. À partir de Brazzaville, on peut aller jusque quasiment dans l'est de l'Afrique, on peut remonter en Oubangui, dans la République centrafricaine actuelle. Et donc, du coup, ce chemin de fer, il vient remplacer cette fameuse chemin des caravanes. Il faut imaginer que jusqu'à la construction, du moins du chemin de fer côté belge, donc dans les années 10, on avait quand même 300 km à pied avant de gagner Brazzaville. Et donc, en même temps qu'on construit ce chemin de fer, donc on va y avoir un développement de l'économie et on va pouvoir aussi amener de plus en plus de matériaux. Et on voit apparaître une architecture très étonnante qu'on n'imaginerait pas voir sous ces latitudes. C'est une architecture régionaliste. Là, vous avez devant les yeux la gare de Pointe-Noire. Donc Pointe-Noire, c'est le grand port qu'on va construire sur l'océan Atlantique, qui est le terminus du train, donc côté océan. Et cette gare de Pointe-Noire, elle emprunte en fait au style néo-normand de la gare de Deauville.
Elle est construite par la Société des Batignolles, qui est la société qui construit également le chemin de fer. Là aussi, on importe des plans. Et ce qui est assez intéressant, c'est que à cette époque-là, et jusque tardivement, jusque dans les années 50, va s'implanter un style néo-régionaliste, tantôt néo-normand, tantôt néo-basque, qui va s'adapter en fait aux conditions climatiques. Et c'est comme si, pour les Européens, on transformait en fait la colonie en villégiature, c'est-à-dire on quitte la métropole et comme si on allait dans les Landes ou comme si on allait sur la Manche, on va un peu plus loin pour un peu plus de temps, et c'est dans l'idée là aussi peut-être une troisième idée après les deux autres dont je vous ai parlé à propos d'urbanisme, de créer une ambiance par une architecture qui montre que la vie à la colonie va une sorte de parenthèse, une ressemblance à la question de la villégiature, qu'on n'y va pas pour s'implanter définitivement. C'est la grande différence entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, où là on a véritablement des populations qui s'implantent sur plusieurs générations. Là, je veux dire, dans les années 20 et 30, on reste quelques années, et puis c'est essentiellement des hommes qui y vont, il y a très très peu de familles. Et c'est assez intéressant de voir que cette architecture, on va la retrouver jusque dans les années 50 à Brazzaville. C'est une case qui a été construite pour un cadre de l'armée, qui est une case néo-basque qu'on reconnaît, qu'on retrouve dans bon nombre de villes balnéaires françaises. Elle est construite là en béton, mais elle s'adapte légèrement au climat. Par exemple, au-dessus des fenêtres, vous avez une sorte d'auvents qui sont censés en fait protéger en fait la baie de la pluie, des pluies torrentielles et aussi de l'éblouissement et des rayons du soleil. Et vous voyez qu'au-dessus de cet auvent, vous avez en imposte une sorte de fente horizontale qui, elle, est censée en fait jouer le rôle d'aération. On est juste en dessous du plafond et donc du coup, vous savez que quand l'air s'échauffe, il a tendance à monter, donc on a une sorte de matelas d'air qui s'installe progressivement au niveau du plafond et donc qui peut créer de l'inconfort thermique à terme. Et donc du coup, il y a tout intérêt à ventiler la partie haute des pièces. Et donc du coup, on vient installer un dispositif architectural de ventilation de la surface des plafonds. Et vous voyez, l'étage supérieur, donc les combles, sont complètement, sont utilisés comme un espace tampon. Il n'y a pas un étage, c'est vraiment un comble. Il n'y a pas de pièce d'habitation à l'étage. Et ces combles, on va avoir une petite ouverture également qui va jouer le rôle de ventilation parce qu'on va essayer de se protéger comme un gigantesque parasol du rayonnement solaire. Et donc voilà une architecture qui se fait, qui est là aussi une architecture de modèle, mais un modèle qui change déjà de la case coloniale puisqu'on essaie de faire ressembler la colonie à une sorte de villégiature. Les architectes arrivent relativement tardivement en fait dans les colonies et dans cette partie-là de l'Afrique centrale notamment. Et ils arrivent dans les années 30, le premier architecte doit arriver vers 1930 à Brazzaville, et il est employé par l'administration coloniale, et il va commencer par construire des bâtiments administratifs. Là, vous avez un des premiers bâtiments qui a été construit par les architectes de l'administration coloniale, du service des bâtiments, qui est le bâtiment du Trésor, et qui est un bâtiment qui emprunte en fait à l'architecture de la fin des années 30. On est dans un des exemples de cette architecture de la fin des années 30 ici au Palais de Chaillot, une sorte de classicisme moderne, épuré, et qui va là aussi essayer de le transformer. On a, vous voyez, au rez-de-chaussée, des galeries, un peu comme dans la Casa Véranda, mais revisitées, et puis en imposte au-dessus de ces galeries, vous avez des sortes de claustras qui sont censés là aussi briser les rayons du soleil pour éviter que les rayons obliques du soleil viennent frapper directement les murs intérieurs et échauffer les pièces d'habitation. Donc on a comme ça, progressivement, avec les architectes, une tentative d'évolution, de transposition des modèles et d'adaptation des modèles qui sont à l'époque considérés comme contemporains en France, en métropole, à la colonie en Afrique. C'est des exemples qu'on peut voir notamment en Guadeloupe. Vous avez peut-être entendu parler d'un architecte qui s'appelle Ali Tur, qui est un architecte qui a été intervenu dans les années, entre la fin des années 20 et le milieu des années 30 en Guadeloupe, suite à un grand typhon qui avait détruit une grande partie des bâtiments officiels et qui va reconstruire toute une série de bâtiments en adaptant le style art déco au tropique. Et c'est une architecture, si vous avez l'occasion d'aller
d'aller en Guadeloupe ou tout simplement de trouver un livre qui qui a été réalisé sur Alitur, je vous le conseille. C'est vraiment très, très intéressant de voir comment un architecte comme ça a créé une série de bâtiments entre la fin des années 20 et le début des années 30. Alors voilà où on en est, je veux dire juste avant la Seconde Guerre mondiale, mais en parallèle, les choses s'activent de l'autre côté de l'Atlantique, et où la question de l'architecture moderne devient particulièrement importante. Alors si je dis de l'autre côté de l'Atlantique, il faut aller traverser directement quand on est à Pointe-Noire et rejoindre Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, où en fait Le Corbusier va venir prononcer une série de conférences en 1936. C'est la seconde fois qu'il met les pieds en Amérique latine. Et il vient prononcer une série de conférences à l'invitation de très très jeunes architectes qui s'opposent au système des beaux-arts qui est vraiment à l'époque ultra dominant au Brésil, et qui se sentent vraiment beaucoup d'affinité avec ce que Le Corbusier et tous les architectes du mouvement moderne produisent en Europe depuis les années 20. Et pendant cette série de conférences, il va s'organiser une sorte d'atelier pour dessiner un bâtiment pour le ministère de l'Éducation et de la Santé. Et je n'ai pas parlé de ces architectes, mais parmi ces architectes-là, vous avez deux noms assez célèbres, au moins ici, qui sont Lucio Costa et Oscar Niemeyer. Lucio Costa et Oscar Niemeyer, vous connaissez certainement Niemeyer, peut-être que Costa un peu moins, mais Lucio Costa, c'est celui qui a dessiné le plan de Brasilia. Donc ces tout jeunes architectes dessinent donc avec Le Corbusier un bâtiment qui va être emblématique de cette architecture moderne tropicale, qui est ce ministère de l'Éducation et de la Santé. Donc je vous ai présenté ici deux vues, une vue côté nord et une vue côté sud. Alors le sud n'est pas forcément la photo que vous pouvez penser, parce que nous sommes dans l'hémisphère sud, et donc le soleil est principalement au nord. Et donc, du coup, la photo, la façade sud, c'est la photo de droite, qui est une façade avec un grand pan de verre, complètement, parce qu'effectivement, c'est une façade qui est majoritairement à l'ombre, tandis que la façade côté nord, qui, elle, regarde le soleil, lui, est recouverte d'une résille de béton. Et avec dans chaque cellule, on a des sortes de lames qui sont orientables, selon un axe horizontal, qu'on va bientôt appeler des brise-soleil. Et ça, c'est l'une des éléments de cette fameuse généalogie d'un autre élément fondamental en fait, de cette architecture tropicale moderne, c'est le brise-soleil. Le brise-soleil, Le Corbusier va en tracer la généalogie après la Seconde Guerre mondiale, à partir des immeubles des maisons qu'il va construire à Carthage, en passant notamment par, jusqu'au loggia qu'il va dessiner pour la cité radieuse pour l'unité d'habitation de Marseille, en passant par ce moment spécifique qui va quelque part être un des moments fondateurs, y compris pour l'architecture moderne brésilienne. Donc il y aura toute une histoire à faire de l'architecture moderne brésilienne, mais nous on va retraverser l'océan pour retourner en Afrique. Et effectivement, tout à l'heure, Mireille a cité Marie Dormoy, qui était une critique architecturale, une critique d'art, mais d'architecture aussi, des années 20. Et vous voyez que la phrase qu'elle prononce, donc, que vous voyez en haut, c'est une phrase qui pourrait être aujourd'hui, quelque part, une phrase que prononcerait un architecte qui serait spécialisé dans le développement durable. Voilà, c'est ce discours de se dire qu'avant, le problème d'esthétique, non, l'architecture, c'est la question de technique et puis une question climatique. Et ce qui est assez intéressant, c'est comment les architectes à l'époque, y compris les architectes du mouvement moderne, en tout cas ceux qui vont intervenir en Afrique subsaharienne, et notamment Jacques-Henri Kelsa, qui est un architecte que l'on va retrouver tout à l'heure, comment ils disjoignent la dimension culturelle de la dimension technique. Et là aussi, ça correspond à ce hiatus que l'on a lorsqu'on est architecte, qu'on est en Europe, qu'on doit produire pour des contrées, pour des pays qui ont une autre civilisation, une autre société. On ne sait pas très bien comment s'y prendre. Et donc, du coup, on a vraiment tendance à séparer la dimension culturelle de la dimension technique dans l'architecture. Alors,
Si je reviens, si je vous ai parlé tout à l'heure de Rio, c'est qu'en fait, l'expérience de Rio va beaucoup circuler dans les revues d'architecture et va vraiment inspirer toute une génération d'architectes français, mais d'architectes européens également, d'architectes anglais, notamment quelqu'un qui s'appelle Maxwell Fry et sa femme Jane Drew, qui sont deux architectes anglais qui vont travailler au Ghana et au Nigeria à peu près à la même période que ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Des architectes portugais qui vont travailler dans ce qui est aujourd'hui le Mozambique et l'Angola, des architectes allemands qui vont travailler notamment en Ouganda, même si l'Ouganda n'est pas une colonie allemande, n'est plus une colonie allemande à cette époque-là. Et donc, du coup, les modèles vont circuler à travers, les réflexions vont circuler à travers une série de revues d'architecture qui sont assez remarquables, hein, je vous les conseille, si peut-être dans la bibliothèque ici de la Cité de l'Architecture, vous les trouverez, hein, que ce soit technique et architecture, que ce soit architecture d'aujourd'hui, que ce soit l'urbanisme, produisent des numéros spéciaux sur l'architecture tropicale, l'architecture coloniale, l'architecture de la France d'outre-mer, et où un certain nombre d'architectes viennent donner des préceptes sur la manière de construire dans les colonies avec des dessins, avec des schémas pour expliquer les grands enjeux de la construction. Sur la partie droite, je vous ai mis une planche qui correspond en fait justement après la Seconde Guerre mondiale à la manière dont Le Corbusier va décrire son historique du Brie-Soleil. Et au centre, vous avez là, vous avez le fameux bâtiment dont je vous ai parlé à Rio, le ministère de l'Éducation et de la Santé. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la manière dont les architectes de l'époque, du mouvement moderne, parlent de l'acte architectural aux colonies, ça ressemble à un jeu de déconstruction et de reconstruction, un peu comme un jeu de Lego, si je veux dire. C'est-à-dire que d'abord on dit qu'il faut rationaliser l'acte architectural. Hein, je vous ai montré tout à l'heure un peu l'importance, la primauté donnée à la question technique et climatique. Donc il y a un problème, c'est le climat. On a des éléments de base et on va voir lesquels qui va permettre d'agir. Et puis ensuite on assemble ces différents éléments selon le programme. Et ces grands éléments pour la prise en considération du climat, c'est d'une part l'orientation du bâtiment, d'autre part sa forme, ensuite l'organisation interne, la manière dont le plan est agencé, et enfin en fait tous les matériaux et ce qu'on appelle les dispositifs matériels du bâtiment, c'est-à-dire la façade, la toiture, le fenestrage, etc. Et donc, je vais vous proposer de faire un jeu de Lego, on va dire, avec ces différentes grandes catégories de prise en considération du climat. Alors, le premier, et qui est fondamental, c'est le choix d'une orientation. Ce choix de l'orientation, on le voit apparaître dans cette photo qui présente un plan masse pour un hôpital, l'hôpital général de Brazzaville, qui est reconstruit après la Seconde Guerre mondiale par les architectes Calça et Berthelot. Hein. Tout à l'heure, on a vu une citation de Calça. Et ce bâtiment, il est allongé, et on voit bien que les différents bâtiments sont tous dans la même direction. Hein. Et pour avoir la direction, vous avez une boussole sur la droite, là, qui indique le nord. Et donc, ces bâtiments, ils sont orientés avec les façades principales au nord et au sud. Pourquoi les façades principales au nord et au sud? Parce qu'il faut limiter, à contrario, il faut limiter les façades à l'est et à l'ouest, qui seront les plus étroites possibles, parce que les façades à l'est et à l'ouest sont soumises aux rayons du soleil levant et du soleil couchant, qui est le soleil, donc des rayons obliques, qui viennent frapper directement à la maçonnerie des murs, et donc du coup qui vont entraîner un échauffement assez rapide de ces parties-là. En revanche, comme on est dans des zones intertropicales, donc au sud ou au nord, hein, les rayons ils sont au zénith, très haut dans le ciel, le soleil est très haut dans le ciel, et donc du coup vous avez des rayons qui sont quasiment verticaux et qui donc ne touchent quasiment pas à midi les façades, pourvu que vous ayez un débord de toiture qui joue le rôle un peu de parasol. Et donc du coup, systématiquement dans cette architecture-là, on va avoir des architectes qui vont vouloir orienter leurs bâtiments nord-sud. Et la deuxième manière d'envisager en fait l'orientation, c'est la question des vents. Et donc toujours sur la rose que vous voyez là, vous avez en fait en pointe, plutôt vers le bas, la direction des vents dominants.
les vents dominants sont quelque chose de très important. Et dans les zones intertropicales, on a la chance d'avoir des vents relativement réguliers, qu'on appelle les alizés. Et donc, on va pouvoir tenir compte de ces vents et dans la manière d'orienter le bâtiment. Et ces vents, ils sont assez importants parce qu'ils vont permettre de faire la ventilation transversale des bâtiments eux-mêmes. La ventilation transversale, le principe, c'est de se dire qu'il faut créer un courant d'air dans le bâtiment parce qu'à l'époque, on se rend compte, et les physiciens et les thermiciens mettent ça très clairement en évidence quand ils travaillent notamment avec des gens qui s'intéressent au confort d'ambiance, donc au confort, ils sentent tout à fait qu'il y a une différence entre la température mesurée et la température perçue par le corps. À température équivalente, vous avez, notamment dans ces pays-là, quand il commence à faire chaud, 35 degrés, si vous avez à température équivalente, vous n'avez pas du tout le même sentiment de confort si vous avez un climat qui est sec et un climat qui est humide. Si vous avez un climat humide, vous sentez un plus grand sentiment d'inconfort. Et donc du coup, l'objectif de la ventilation transversale, c'est de créer un courant d'air, parce que le courant d'air sur la peau a cette propriété en fait de favoriser l'évaporation en fait des gouttelettes d'eau de sueur qu'on génère lorsqu'on est soumis à un climat chaud et humide. Et l'évaporation en fait consomme de l'énergie, donc vous avez un micro-refroidissement du corps à ce niveau-là, et donc une sensation de fraîcheur. Et donc cette logique-là de la sensation de fraîcheur, de la ventilation transversale, va être aussi quelque chose de systématiquement recherché dans l'architecture. À tel point qu'on va se dire, tiens, mais est-ce qu'on peut construire des villes nord-sud ? Et ça, c'est plus difficile. Là, vous avez l'exemple d'un plan masse qui est un peu pas en très bon état, mais enfin bon, ça, c'est des plans en fait qu'on a pu récupérer en fait dans le service, qu'on a pu inventorier dans le service des permis de construire de Brazzaville. Et là, vous avez le plan en fait d'un quartier militaire. Et donc, dans la partie basse du plan, vous avez en fait l'ancien quartier qui est construit selon un schéma relativement classique, orthogonal. Et le plan montre l'extension de ce camp militaire au nord. Donc en haut plutôt, et là vous voyez une orientation qui change radicalement, hein. Et là aussi vous avez cette espèce de boussole, hein, où le nord est indiqué, et vous voyez que effectivement les façades principales donnent au sud et au nord, et on essaye au maximum effectivement d'orienter ces bâtiments avec des grandes façades nord-sud, et puis on essaye de les décaler, hein. Ils sont posés en damier, ils ne sont pas posés l'un derrière l'autre, parce que si vous posez un bâtiment l'un derrière l'autre, le premier il va avoir le vent qui va arriver, mais le second, par l'effet de masque, ne va pas avoir de vent. Donc on les décale, et c'est ce qui donne ces plans en damier. Alors ça, les militaires vont à peu près réussir à le faire, mais dès qu'il s'agit en fait de le passer à la vie civile et de le construire dans la ville qui existe, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué, y compris dans des villes comme Brazzaville qui sont supposées être des villes neuves, et les cas en fait où concrètement on aura pu faire sur de grands quartiers ce type d'implantation sera relativement peu nombreux, ce qui met à mal un peu l'idée quand même du laboratoire de la modernité. C'est pas si simple, hein. Là aussi, comme en Europe, finalement, il faut faire avec la structure foncière, il faut faire avec les règles telles qu'elles existent, il faut faire avec les voisins, etc. Et donc, du coup, le deuxième enjeu, après l'orientation, c'est la question des volumes. Et on va voir des volumes assez caractéristiques, qui sont des volumes plutôt longs, très étirés, et qui vont chercher la hauteur, parce que là aussi, ce sont des bâtiments qui cherchent la ventilation. Là, vous avez un dessin qui est dû, en fait, à deux architectes français, Guy Lagneau et Michel Veil, qui sont des architectes de la seconde génération des modernes, donc la génération d'après Le Corbusier, qui sont très inspirés par Le Corbusier également, et qui vont produire un certain nombre de bâtiments en Afrique, dans la partie tropicale de l'Afrique. Et là, ils proposent des villas. Vous voyez, les villas, elles sont conçues, le corps principal du bâtiment, en fait, est au premier étage. En bas, on a les pièces techniques. Il est conçu comme un grand parallélépipède assez long. Et puis, les grandes façades, vous voyez, il y a des parties de baies avec... vraiment, sur la partie là au bout, vous voyez, il y a des sortes de lames pivotantes qui vont permettre effectivement de faire rentrer l'air dans les pièces principales. Et sur les parties qui sont opaques, en blanc, donc les murs, là, vous avez tout en haut des petits ronds qui correspondent à de la ventilation du haut, on va dire, du plafond, enfin de la partie haute des pièces. Et puis, au contraire, on va essayer de protéger au maximum les baies qui sont situées à l'est et à l'ouest en les renfonçant dans des loggias, un peu encore à la manière de Le Corbusier dans la Cité radieuse.
Alors, on va vraiment avoir un modèle comme ça du volume long qui se développe pour tout type de programme. Alors là, vous avez une église. On ne dirait pas une église, enfin, il y a peut-être un ou deux éléments qui permettent de penser que c'est une église. Donc c'est une église qui a été construite par Jean-Yves Normand, je vais reparler de cet architecte tout à l'heure, au tout début des années 60, avec relativement peu de moyens, et qui va vraiment travailler sur une sorte de boîte, de boîte à air. Vous voyez, la façade principale, donc le porche lui-même est complètement évidé avec un système de claustrat. La façade elle-même de l'église elle-même, elle est transpercée par des tubes qu'on vient mettre pour accompagner l'air à l'intérieur. Et puis, d'ailleurs, vous voyez, les façades latérales, elles sont soulignées. On a vraiment un peu une sorte avec ces lignes, ces perspectives données par les bandeaux en béton. On a vraiment l'impression de quelque chose qui serait un peu aérodynamique, je vais dire. Et avec vous voyez, on a en partie haute et en partie basse, on a un décrochement en fait dans la façade latérale. On va comprendre un peu comment ça fonctionne en regardant la photo de l'intérieur de cette église. Donc là, on est à l'intérieur. Vous avez les grandes lames de béton, les grands piliers qui soutiennent la charpente, une charpente en bois relativement intéressante d'ailleurs. Vous voyez, on les retrouve, vous les voyez juste en bas. Et puis, on a ce décrochement entre la partie, le voile de béton de la partie haute qui vient en surplomb par rapport à la partie basse, au soubassement sur lequel on est venu implanter un chemin de croix. Et entre les deux, il y a du vide. Et ce vide, il joue le rôle en fait d'aspirateur à air, hein, toujours l'idée d'amener de l'air au maximum à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, l'air va avoir tendance à s'échauffer. Comme l'air s'échauffe par un effet de cheminée qu'on appelle l'air chaud monte, hein, c'est pour ça qu'il y a le montgolfière, et l'air chaud monte et va pouvoir s'échapper. Vous voyez qu'il y a des jours qui sont ménagés dans la structure de la charpente, et il y a vraiment un fonctionnement un peu en tuyère qui est mis en place pour essayer d'assurer de la ventilation et d'éviter effectivement, d'améliorer autant faire se peut le confort des personnes qui viennent à la messe. Alors, ce type d'architecture, on va le retrouver également dans un autre programme. Là, vous avez un programme pour une banque qui a été construite par Henri Chomette, qui est un architecte là aussi assez connu en Afrique. Hein. Il a aussi travaillé en France, et notamment dans le nord de la France, mais il a beaucoup travaillé en Afrique. Et là, il a dessiné en fait une succursale pour la Société Générale. Vous avez la succursale proprement dite, au rez-de-chaussée, qui est construite à l'alignement avec la voirie. On est sur une parcelle en pointe, qui donne sur une des grandes places de Brazzaville. Et en revanche, la partie supérieure, où il y a le bâtiment d'habitation des employés de la banque, lui est complètement désaxé. Il va prendre un axe nord-sud aussi, avec des petites façades est-ouest. Donc là, je suis à l'est et je regarde vers l'ouest, avec une façade très ouverte au sud, avec des façades qui sont comme des résilles, hein, comme des alvéoles d'une ruche qui vont permettre la ventilation. On a juste des grandes baies qui sont elles-mêmes protégées par des sortes de capuches, un peu dans le style, avec tout ce style si caractéristique des années 50 qu'on pourra retrouver à Royan. Et on a cette façade en fait principale qui est en fait aveugle, ce grand mur pignon qui est la façade principale, qui est aveugle, qui est soulevé d'ailleurs avec ce porche en dessous, avec ces grands piliers qui supportent en fait la structure ces pilotis qui supportent la structure du bâtiment. Et ce mur que vous voyez là, c'est un mur ventilé. C'est-à-dire qu'en fait, la structure du bâtiment est en béton, donc il y en a un voile béton, et on est venu, devant le voile béton, construire un parement en pierre pour l'agrémenter, et l'architecte, pour ventiler le tout, en fait, décolle le parement en pierre du voile de béton qui est derrière, et va installer au pied, au niveau des dalles, donc en bas du mur et en haut du mur pour chaque étage, un bandeau de béton là aussi percé, aéré, qui va permettre là aussi de ventiler le mur et de le refroidir. C'est-à-dire qu'il faut imaginer une prise d'air en bas, l'air s'échauffe parce qu'à l'intérieur on a le rayonnement des pierres, donc l'air chaud monte et va pouvoir ressortir par la partie haute, et donc vous avez un système comme ça de ventilation d'air, et l'air
en circulant comme ça, amène des calories avec lui et donc va refroidir les maçonneries. Donc là aussi, quelque chose de relativement intelligent sur la manière de traiter ces questions de ventilation. L'un des bâtiments qui me semble être peut-être parmi les plus emblématiques de cette architecture tropicale, c'est un palais de justice construit par Jean-Yves Normand, qui est un architecte dont je vais parler, parce que c'est important de parler de ces architectes qui ont été des architectes. Oui. C'était empirique, c'est positif, ou il y avait déjà des calculs? Il y avait les deux, c'est-à-dire qu'il commençait à avoir des manuels de climatologie et de transposition du climat en dispositif architectural. Et c'est empirique, c'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez intéressant pour les architectes notamment qui vont travailler, qui vont s'implanter aux colonies, les architectes qui vont s'implanter aux colonies disent c'est bien gentil les calculs conçus depuis l'Occident, mais nous, les architectes qui sommes, les broussards qui sommes installés en Afrique, il n'y a que nous qui savons construire de véritables bâtiments adaptés au climat. Et donc du coup, on a un peu des deux, c'est-à-dire qu'on a vraiment une science qui se met en place, une science climatique qui se met en place et une science de l'architecture climatique qui se met en place en France et aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis, parce que toute la partie sud des États-Unis, je pense à la Floride, est une zone tropicale, hein, quasiment. Et donc, du coup, très rapidement, les Américains se posent la question de savoir comment construire avec le climat. Là aussi, c'est un autre laboratoire de l'architecture climatique, la Floride. Donc, on va avoir des thermiciens, quelqu'un qui s'appelle Misnard, qui va travailler, d'ailleurs j'ai vu qu'il avait travaillé avec le Corbusier et Jeanneret à Chandigarh, en faisant une sorte de grand diagramme climatique. Si vous allez visiter l'exposition sur Chandigarh, vous verrez ce grand diagramme climatique qui a été dessiné avec ce thermicien, Misnard. Donc petit à petit, en fait, c'est la mécanique des fluides, c'est la thermodynamique qui va influencer la pensée architecturale. Mais les architectes revendiquent aussi, surtout les architectes qui sont sur place, l'expérience du climat par le fait qu'ils vivent sous des tropiques, mais aussi l'expérience de construire un bâtiment après un autre. Et c'est vrai qu'on va avoir des architectes qui vont se spécialiser, y compris des architectes qui sont implantés en métropole, qui vont se spécialiser dans l'architecture tropicale. Hein. Khalsa, dont je vous ai parlé, il va beaucoup travailler en Afrique, et après il ira travailler par exemple en Arabie Saoudite, après l'indépendance dans les pays arabes. Donc on a vraiment des architectes qui essayent de se spécialiser et qui tantôt vont à tâtons, tantôt essayent effectivement d'avoir de faire référence à des ouvrages avec une science qui est en progrès, hein, parce que, je dirais, on continue. Là, vraiment, dans les années 50, on commence à être stabilisé, mais on ne connaît pas tout encore, les effets du climat. Et donc, ce Jean-Yves Normand, en fait, dont je viens de vous parler, c'est un architecte français qui s'installe à Brazzaville en 1945. Il est tout jeune, il vient d'être diplômé. Et en fait, il est envoyé là-bas par son patron, qui s'appelle Louis Arech, qui est un grand prix de Rome, à qui on a confié en fait la réalisation du schéma directeur du développement de Brazzaville, parce qu'on voit bien que les villes africaines, enfin les villes françaises d'Afrique, sont en train de connaître un boom démographique très important, et on essaye d'y faire face en envoyant en fait des urbanistes pour faire des schémas directeurs qui sont très peu appliqués d'ailleurs. Donc du coup, Arech, lui, visiblement, il va être plutôt intéressé par la reconstruction de Saint-Malo, puisque c'est lui qui va être le grand architecte de la reconstruction de Saint-Malo, que par faire un schéma directeur à Brazzaville. Donc il envoie son élève. Et Jean-Yves Normand va en fait s'implanter sur place pendant 25 ans, et va construire à la fois des équipements publics et quelques villas privées. Il va essayer en fait de faire aussi de l'architecture pour les populations africaines, mais ce sera un échec patent, notamment parce que la puissance coloniale ne met quasiment aucun fonds en fait, pour construire pour la très grande majorité de la population. Et donc là, on reconstruit, le pays s'agrandit, la ville s'agrandit, donc on doit construire un nouveau tribunal, et donc on confie le tribunal à Jean-Yves Normand. Et ce tribunal va être publié dans une revue d'architecture, et il va faire il y a deux schémas qui représentent le bâtiment,
qui sont là aussi, qui résument ces deux grands enjeux que sont la protection solaire d'une part et la ventilation transversale d'autre part, et qui expliquent le parti architectural de ce bâtiment de façon assez remarquable. Donc en bas, vous avez la protection solaire, on retrouve ce que je vous ai dit, hein. On met les façades principales, on les met au nord, au sud, et on essaye d'isoler au maximum, les rendre aveugles les façades à l'est et à l'ouest, hein, c'est les grands traits noirs que vous voyez en extrémité des bâtiments. Quand on peut, donc les bâtiments eux-mêmes, c'est les parties assurées. Quand on peut, on va mettre devant une galerie, une réminiscence de l'ancienne véranda, pour protéger des rayons solaires, en fait, notamment les ouvertures que l'on fait et les galeries qui vont servir également pour distribuer, comme couloir pour distribuer les différentes pièces. Et l'architecte va placer le corps principal du bâtiment au milieu, ce sont les salles d'audience. Et de part et d'autre, vous allez avoir deux ailes où il y a les bureaux de l'administration de la justice et qui sont positionnés en damier, enfin en manivelle. Hein, rappelez-vous du damier, hein, si on les avait mis en parallèle l'un de l'autre, on voit bien avec les flèches en haut, l'architecte montre bien que imaginez qu'on avait mis une barre en dessous de l'autre, on aurait vraiment eu un problème en fait, d'effet de masque par rapport au vent. Et donc du coup, on décale les deux ailes et on a donc cette espèce de forme en manivelle qui vient, c'est-à-dire le bâtiment tel qu'on l'a adopte cette forme en manivelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir, donc là vous avez un plan de ce bâtiment, et devant les salles d'audience, hein, c'est le grand bloc au milieu que vous voyez, vous avez un espace beaucoup plus large, dilaté, et c'est en fait la salle des pas perdus. Et en ça, c'est vraiment un bâtiment très intéressant. Vous avez donc la façade principale du bâtiment, que vous voyez, du palais de justice. Et vous pouvez imaginer, ça a tous les attributs du palais de justice, je dirais, à l'européenne, sauf qu'on enlève la façade principale. Alors imaginez, c'est en marchement, hein, la justice, il faut monumentaliser le rapport à la justice, et donc du coup on a ce piédestal, la justice posée sur ce piédestal, donc l'emmarchement. Et puis quand vous entrez traditionnellement dans un palais de justice, vous avez un grand volume qu'on appelle la salle des pas perdus, qui est vraiment le foyer, on va dire, de vie d'un palais de justice. Et là, c'est la même chose, sauf qu'il faut imaginer qu'on a enlevé la façade du bâtiment, et qu'on a une sorte de squelette qui apparaît, et d'espace de salle de pas perdu, qui est une sorte de gigantesque galerie, d'un espace qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, qui est protégé de la pluie, protégé du soleil, et qui permet en fait de distribuer les différents éléments du programme, et notamment les deux salles d'audience, parce qu'en fait on a deux salles d'audience superposées, et donc vous avez une galerie, et vous avez même les poteaux qui soutiennent en fait la toiture terrasse, qui jouent le rôle quasiment, on va dire, des colonnes d'un palais de justice. Donc on a vraiment une réécriture d'un vocabulaire, enfin d'un symbole très classique de la justice, mais avec une écriture extrêmement moderne, on va dire, et adaptée au climat. Là, vous avez donc une vue qui est prise depuis la galerie supérieure, qui ouvre sur la salle du tribunal d'appel. Et vous voyez, on regarde vers l'ouest, et vers l'ouest, on a une façade qui est tout de suite plus fermée, mais qui n'est pas complètement fermée, et on a des sortes de grandes lames de béton, légèrement décalées, qui jouent le rôle, là aussi, de brise-soleil, qui permettent de faire de la ventilation également, mais qui évitent aux rayons de soleil de pénétrer directement dans cet espace-là. Et vous avez donc cet espace qui est entre l'intérieur et l'extérieur. Et si je rentre dans la pièce que vous voyez à votre droite, je rentre dans une pièce où, à gauche, donc, on a une grande baie qui donne sur l'extérieur et qui peut être occultée par des grands volets qui sont pivotants autour d'un axe vertical. Et sur la face opposée, vous avez en hauteur une série de claustras qui permet en fait au courant d'air de pouvoir traverser cette salle et d'éviter le surchauffement de ce palais de justice. Je reviens juste à la photo principale où vous voyez un peu ce fonctionnement en manivelle avec à votre gauche au fond une aile de bureau, légèrement caché ensuite le corps principal, là où il y a les salles d'audience, cet immense volume consacré à la salle des pas perdus, et puis en arrière-plan à droite, la deuxième aile.
Donc un bâtiment qui est vraiment intéressant, qui montre comment voilà, on transpose un programme architectural et on réinterprète la symbolique architecturale de la justice dans une architecture moderne climatique. Donc troisième grand élément du climat, c'est la question du plan. Je commence par juste une piqûre de rappel sur ce fameux plan qui est le plan de la case coloniale, où vous voyez que la surface réservée à la galerie périphérique qu'on appelle véranda est quasiment plus importante que les deux pièces salle à manger et chambre. On a quelque chose de très frustre, hein. Les deux pièces sont la même taille. Alors, voilà, on a quelque chose de vraiment extrêmement primitif dans la construction, dans la hiérarchie des constructions. Et les vérandas vont être rapidement mises à l'index, notamment dans les années 30, à partir des années 30, parce qu'on considère qu'elles coûtent cher, c'est des matériaux de construction, que souvent, comme il y a une crise du logement, on commence petit à petit à solidifier ces vérandas en venant installer une pièce, puis deux, puis trois, puis après la véranda disparaît complètement, donc elle joue plus son rôle, on va dire, d'espace tampon entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc du coup, les architectes ou les concepteurs vont essayer de transposer ce modèle-là d'une autre manière pour garder le principe de protection solaire tout en évitant en fait d'utiliser trop de matériaux. Donc là, vous avez un exemple de pavillon tropicalisé, quelque chose qui ressemble finalement beaucoup à ce qu'on peut trouver dans la même période en France, enfin en métropole. Seulement, on va avoir une toiture qui va être légèrement débordante, enfin plutôt franchement débordante, pour essayer d'apporter de l'ombre au maximum au mur. Et puis, on a une série de pièces, et vous voyez, les pièces sont mises en parallèle les unes aux autres, au maximum, hein. Parfois c'est un peu compliqué, hein, mais bon, pour avoir en fait une seule pièce de façade à façade, justement pour favoriser en fait la ventilation transversale, parce que quand on commence à mettre deux pièces en enfilade, on a vraiment des déperditions dans les courants d'air, et donc du coup c'est quand même plus compliqué pour effectuer la ventilation transversale. Et puis, vous voyez, la taille des pièces est quand même adaptée au programme. Ça veut dire que la pièce consacrée à la salle de vie, la salle à manger, elle est quand même plus grande que les chambres. Donc, il y a vraiment une adaptation progressive des plans parce que aussi, la vie doit changer, enfin les modes de vie évoluent dans les tropiques. Le premier plan correspond à une colonie des célibataires, hein, que des hommes, tandis qu'à partir des années 40, on va avoir des familles entières qui viennent sur place, et donc du coup on n'a pas du tout les mêmes besoins en termes d'organisation du logement. Alors, l'un des éléments emblématiques peut-être de ces architectures d'habitat, c'est l'unité d'habitation d'Air France. Unité d'habitation qui est construite en 1951, c'est-à-dire en même temps que l'unité d'habitation de Marseille, par 4 architectes, donc Hébrard, Lefebvre, Letuy et Bienvenu, et qui est assez connue, notamment du milieu antiquaire parisien, par en fait l'équipement intérieur qui a été dessiné par Charlotte Perriand et qui a été réalisé par les ateliers Jean Prouvé, et qui était un équipement qui équipait complètement ce bâtiment et qui aujourd'hui se retrouve plutôt sur le marché de l'art. Alors, le bâtiment, voilà à quoi il ressemble. C'est-à-dire qu'on a une grande barre qui fait plus de 150 mètres de long, qui a 4 niveaux plus un niveau en terrasse, qui, là aussi, est très allongé, nord-sud, avec des petites façades côté est et côté ouest. Vous avez en haut la façade côté nord et en bas la façade côté sud. Sur la façade côté nord, vous avez 5 grandes cages d'escalier. Et côté sud, vraiment, on a une façade qui est complètement lisse, on va dire. Et en fait, un bâtiment relativement mince. Alors là, je suis désolé, là aussi, c'est vraiment c'est pas de très grande qualité. Vous avez, si je prends au-dessus de moi, là, vous voyez tout en haut la cage d'escalier. Et juste en face, donc la cage d'escalier, et donc sur chaque palier dessert 2 logements, à gauche et à droite. Et donc quand vous entrez dans le logement, donc, soit sur la gauche, soit sur la droite, je reviendrai au milieu après, hein, on arrive dans la pièce principale qui va de façade à façade, là aussi avec l'idée de la ventilation transversale. Et vous voyez que les façades, elles sont quasiment... il n'y a pas de mur plein. Hein, c'est-à-dire qu'on a juste le bâtiment est construit avec un système de poteau-poutre. Et poteau-poutre, oui. Et donc du coup, qui va complètement perméable au vent, on le verra tout à l'heure. Et puis vous avez ensuite
la chambre, et puis entre deux appartements, le bloc sanitaire. Et pour séparer ces différentes pièces, vous avez justement ces cloisons rangements qui ont été dessinés par Charlotte Perriand et réalisés par les ateliers Jean Prouvé en aluminium. Et je reviens en fait à la partie centrale, là où il y a l'escalier. Vous avez une deuxième porte, donc il y a deux portes pour entrer. La porte donc palière, proprement dite, pour entrer dans l'appartement qui est ou sur la gauche ou sur la droite. Et en face, vous avez la porte pour entrer dans la cuisine. Et là, on voit qu'on est aux colonies. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une unité d'habitation, mais on n'est pas du tout dans le dispositif des plans de Le Corbusier où la cellule logement, il y a une continuité entre la salle de séjour et la cuisine, avec la fameuse cuisine ouverte sur le séjour, qui correspond en fait au mode de vie en France. Ici, vous êtes aux colonies, donc quand vous arrivez et que vous êtes européen, il y a de la domesticité. Et donc du coup, on peut séparer plus clairement les parties de cuisine des parties de séjour et de chambre. Et d'ailleurs, on essaye au maximum de les séparer. Et donc, du coup, dans un certain nombre de bâtiments, je pense à un autre bâtiment qui est un duplex, qui ressemble beaucoup à un bâtiment de Le Corbusier, sauf que la cuisine, elle est à l'étage inférieur, quoi. Elle n'est pas dans la continuité. Parce qu'effectivement, on a peut-être une modernité, mais une modernité aussi appropriée, reculturalisée, je vais dire, avec la question coloniale. Donc les grands discours que vous avez pu voir au départ sur le fait de séparer la dimension culturelle et sociologique de la dimension technique, ils en prennent un peu un coup. Et donc c'est très intéressant de voir cette disjonction entre la modernité qui est conçue en Europe comme un tout, à la fois sur la question culturelle, sociologique, technique, et même esthétique, et de l'autre côté, effectivement, des disjonctions qui font que quand vous avez un fonctionnement un peu... quand vous devenez un colon, vous devenez un petit bourgeois, ou un bourgeois même, et donc vous pouvez vous payer effectivement une domesticité. Et on voit à travers les plans ces hiatus qui trahissent en fait le fait colonial. Alors, je reviens aux façades. Voilà, vous avez des façades qui, comme on est avec un système poteaux-poutres, des façades qui ne sont pas porteuses, et donc vous pouvez ouvrir au maximum. Et là, à titre d'ouverture, pour des raisons d'économie, les architectes ne vont pas mettre des vitres. Ils vont mettre en fait un persiennage en bois avec ces persiennes, vous voyez, amovibles. Et vous voyez que ces persiennes, elles font toute la hauteur de l'étage, mais ils sont en deux parties, avec une imposte, avec une allège, excusez-moi, et puis une partie haute. Et pourquoi, en fait, on a une séparation, une possibilité, comme on le voit sur un certain nombre de cellules, de pouvoir soit ouvrir le haut et fermer le bas, soit fermer le haut et ouvrir le bas, parce que, en fait, par exemple, en journée, on va vouloir avoir de la lumière du jour, donc on va plutôt ouvrir le haut. Et puis la nuit, donc on va vouloir occulter un peu, mais on va vouloir quand même garder un filet d'air. Or, quand vous êtes alité, vous êtes plutôt à 50 cm de hauteur, et donc du coup, c'est plutôt intéressant d'avoir une partie basse qu'on peut également rendre amovible pour avoir ce filet d'air qui va être quand même confortable, y compris durant la nuit. Et puis on a ces grandes cages d'escalier qui sont elles aussi complètement, je veux dire, ouvertes à tous les vents et qui jouent vraiment le rôle là aussi de tuyère à vent. Il faut au maximum aérer, etc. Alors, en guise, quatrième point, là je vais m'intéresser pas mal à différents détails d'architecture. Je vais faire peut-être un peu plus rapidement là. Et je vais vous présenter en fait les différents types de protection solaire, notamment le brise-soleil. Là, on a un exemple qui est celui de l'hôpital, construit dans les années 50, avec ce grand couloir, cette grande galerie qui va desservir les chambres, à gauche, là, ici. Les chambres elles-mêmes, vous voyez, alors elles sont avec des fenêtres, avec des vitres vitrées, donc, mais les vitres elles-mêmes peuvent s'ouvrir, vous voyez, avec des dispositifs un peu équivalents de ce que vous avez vu tout à l'heure. On a aussi la partie haute, vous voyez, qui peut être ouverte, toujours pour permettre la ventilation de la partie haute de chaque pièce. Et puis, on a la galerie elle-même qui est conçue avec la partie haute, des sortes de lames de béton qui sont censées, là aussi, briser en fait, les rayons du soleil. Et le garde-corps lui-même est conçu aussi avec une sorte de persiennage pour éviter, en fait, que les rayons du soleil viennent frapper en fait, le sol, viennent échauffer le sol et par conduction échauffer les murs derrière. Donc là, on a vraiment une pensée aussi de l'utilisation, dans les détails assez fines.
Autre exemple, qui est le bâtiment de l'Institut Pasteur, où là, on est dans un Institut Pasteur, donc on a des laboratoires, donc il faut avoir de grandes baies vitrées, beaucoup de lumière à l'intérieur, et donc du coup, et des baies vitrées, parce que voilà, je veux dire, c'est un peu une ambiance qu'on essaye de confiner au maximum, parce que pour des raisons effectivement biologiques. Et du coup, on va protéger en mettant de grands auvents, des sortes de brise-soleil filants qui vont essayer d'apporter un maximum d'ombre, de protéger un maximum ces grandes baies vitrées. C'est construit par un architecte qui s'appelle Roger Hérel, dont je reparlerai tout à l'heure. Un autre exemple, un bâtiment qui est tout début des années 60, qui est un bâtiment de banque, un bâtiment un peu corporate, comme ça. Et donc là, vous ne voyez pas du tout les vitres, elles sont derrière. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une surface vitrée, un peu comme à Rio, et puis devant, on est venu mettre une sorte de résille en béton pour protéger en fait les vitres et éviter qu'il y ait un échauffement à l'intérieur. Et on est venu en haut, dans la salle du conseil, enfin la grande salle de réunion et dans les bureaux du directeur, une grande fente assez spectaculaire. Et là, on a pu faire l'ouverture parce qu'on a le toit au-dessus qui est très largement débordant et donc qui protège cette partie-là. Et donc, il y a un effet de masque, un effet d'ombrage qui fait que même si on ouvre largement à ce niveau-là, on n'a pas de rayonnement direct. Voilà, donc on a des architectures qui sont vraiment pensées comme des boîtes, à la fois comme des boîtes à vent et des boîtes à filtres, des filtres de lumière. Autre exemple là, c'est l'hôtel de ville de Brazzaville qui est construit par Jean-Yves Normand à la toute fin, qui est terminé après l'indépendance en fait, et qui va jouer sur vraiment un jeu graphique, déconstruction-reconstruction. Je disais, voilà, on a l'impression d'avoir effectivement différents plans qui sont comme des ordres d'abstraction qui deviennent quasiment des sculptures. Au premier plan, vous avez une grande galerie qui est conçu comme l'espace de représentation, c'est-à-dire c'est l'équivalent du balcon de l'hôtel de ville, on va dire, donc avec un espace de monumentalisation face à la ville, auquel on peut accéder justement par un escalier qu'on voit là, et qui se prolonge par en fait ce qu'on appelle une descente à couvert, c'est-à-dire en fait un grand voile de béton, sous lequel on peut venir en voiture, et descendre de la voiture et rentrer dans la mairie à l'abri de la pluie ou du soleil. Et puis, en deuxième plan, donc après cette grande loggia, on va dire, ou cette grande galerie, vous avez le bâtiment noble, où il y a la salle du conseil et la salle des mariages, salle du conseil en bas, salle des mariages en haut. Et vous avez donc là aussi protégé par des dispositifs de protection solaire qui sont différents, en bas sous forme d'une résille, en haut avec des lamelles verticales. Et puis en arrière-plan, décalé, parce qu'entre les deux volumes, vous avez la cage d'escalier, vous avez les bureaux, qui sont eux, vous voyez, on voit juste des traits sombres qui correspondent en fait aux différents bandeaux vitrés, mais qui sont masqués par un pan entièrement conçu avec une résille de béton pour vraiment avoir un effet graphique très important. Et les architectes de l'époque vont jouer beaucoup sur ces effets graphiques-là. Alors, soit on a des brise-soleil qui sont statiques comme ça, soit si je reviens à l'immeuble Air France, vous avez des brise-soleil qui tantôt peuvent être verticaux, tantôt peuvent être horizontaux. Vous voyez, donc avec un jeu d'animation des façades très contemporain finalement, et qu'on va retrouver qu'on retrouve aujourd'hui dans des architectures contemporaines et dans une écriture en fait contemporaine de l'architecture où on a une animation des façades par le jeu des volets et par le jeu des ouvertures et des fermetures. Alors il y a une deuxième manière en fait de se protéger du soleil, c'est le claustrat. Et ces claustras vont devenir, c'est un peu, voilà, par exemple, typiquement, voilà, nous sommes entourés de claustras. Et ça va devenir un motif d'ornement, comme ici d'ailleurs aussi. Et l'un des exemples emblématiques de ce claustrat utilisé comme élément d'ornement, c'est la case de Gaulle, construite pendant la Seconde Guerre mondiale par Roger Hérel, Roger Lelièvre, dit Hérel, qui est un architecte lui aussi au destin assez singulier, puisqu'il n'a pas reçu son diplôme, il a été diplômé, mais il n'a pas reçu physiquement son diplôme, parce que on est en août 1939 et la guerre est déclarée, et lui part avec le général de Gaulle à Londres. On rejoint le général de Gaulle à Londres, donc Roger Lelièvre.
Donc, comme il part dans la clandestinité, il prend un nom d'emprunt, et donc R, Roger Lelièvre, L, RL. Donc, du coup, il aura ce nom qu'il gardera par la suite, Roger RL. Et le général de Gaulle l'envoie, en fait, à Brazzaville, parce que Brazzaville est devenu, entre-temps, le seul territoire français de l'Afrique de l'Empire à avoir refusé de suivre Vichy. Et du coup, le général de Gaulle a installé sur place un gouverneur assez emblématique, qui est un gouverneur d'origine guyanais, qui est le premier gouverneur noir, on va dire, du Congo, qui est donc... j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Il a sa place à Paris. Eboué, voilà, excusez-moi, Eboué. Et donc, du coup... L'enjeu, c'est quand même de faire de Brazzaville la capitale de la France libre, et donc du coup, il faut des bâtiments qui soient à l'échelle de la capitale. Et notamment, on a un vieux palais du gouverneur qui ne va pas du tout lorsque les officiels arrivent de Londres ou des pays alliés à Brazzaville. Et donc du coup, on va construire une case pour les hôtes de passage qui s'appellera la case de Gaulle, qui deviendra après la case de la résidence de l'ambassadeur de France. Et on est dans cette période des années 40, comme la colonie est complètement coupé de la métropole, il n'y a plus de possibilité de faire venir du ciment, donc le ciment est relativement rare, et donc RL va utiliser beaucoup les matériaux locaux, et notamment la pierre, pour construire les maçonneries principales, et va conserver en fait le ciment pour les parties un peu plus compliquées à construire, comme les toits terrasses ou comme les dispositifs de protection solaire. Et là, vous avez un exemple où on a un jeu graphique assez intéressant, me semble-t-il aussi, entre la maçonnerie en pierre, en grès, un grès rose, hein, et les remplissages qui sont conçus avec une sorte de motif de claustrat, avec une architecture qui est relativement sage, hein, qui est là aussi une architecture, on va dire, plutôt oui, d'une sorte de classicisme moderne, un peu à l'image toujours du bâtiment dans lequel nous sommes, avec aussi une certaine rigueur, un certain côté imposant. On est quand même dans une représentation de la France, et on a ce jeu de claustrat qui va aérer la galerie. Vous voyez que les vitres, elles sont en second jour, hein, donc du coup on a vraiment ce dispositif de galerie qu'on conserve, et qui vont être utilisés aussi en partie supérieure pour la terrasse. Vous voyez, en fait, on va avoir un double toit, et en fait, on va avoir un dispositif là aussi avec une lame d'air qui est largement ventilée au niveau de la toiture et qui évite que le rayonnement solaire sur la toiture, donc la toiture terrasse au-dessus, ne fasse trop d'effet d'échauffement dans les pièces en dessous. Et donc à l'intérieur, on a aussi ce type d'ambiance, et là aussi les vitres coûtent cher, donc on en garde quelques-unes mais pas trop, et là on a parfois des pans de murs qui sont complètement qui utilisent complètement la claustra, avec l'idée effectivement d'amener un maximum de jour à l'intérieur du bâtiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que RL va utiliser très régulièrement. Voilà, ça on est à l'arrière d'un bâtiment, et donc là on a un escalier et puis des couloirs qui desservent des logements. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, RL va créer des moules à claustra. Là, vous aviez un moule précédemment très, très carré. Là, on a une sorte de moule avec un motif. Et RL, ça va être pour RL une tentative en fait de réutiliser la manière de construire des personnes des Congolais, des Congolais qui étaient déjà sur place avant l'arrivée des Européens, donc ces architectures de tressage, en essayant de retrouver une transposition en fait en béton de cette architecture de tressage. Et Roger RL sera quelqu'un qui essaiera de tisser des liens en fait entre des formes esthétiques et des formes esthétiques empruntées aux Africains et une traduction dans des matériaux européens. Un autre exemple qui est aussi assez remarquable, qui est un bâtiment universitaire, l'Institut technique, où là c'est toute la façade qui devient quasiment structurée par ces motifs de claustra, et qui là aussi joue un rôle qui est à la fois un rôle bien sûr climatique, de protection des murs en arrière, mais aussi très clairement un jeu très graphique, hein, quelque chose extrêmement une sorte d'abstraction, hein, avec un jeu de motifs de tailles différentes, de ce carré entouré d'un vide. Et là, on est sur une galerie, et vous voyez, on a ce jeu entre la partie qui est ouverte à la vue et puis les parties qui sont juste ventilées. Alors, j'ai parlé là beaucoup des façades, je vais parler un peu de la toiture. Enfin, j'ai commencé déjà à parler de la toiture, mais je vais continuer. Et se pose la question pour les
les Européens, de savoir est-ce qu'on construit avec une toiture à pans ou est-ce qu'on construit avec un toit terrasse. Alors, le choix n'est pas facile, parce qu'en fait, on est dans un pays équatorial, donc avec de très fortes pluies, et donc du coup, le toit à pans, c'est quand même plus facile pour écouler les eaux. Mais par contre, le toit à pans, c'est pas moderne. C'est-à-dire, grosso modo, le rejet de la case coloniale, c'est aussi le rejet de ces toits à pans. Et donc, les premiers architectes qui vont tenter en fait de concilier les bienfaits du toit et puis l'esthétique de la terrasse, on va dire, sont les architectes art déco, et notamment pour un bâtiment de la Poste, où quand vous êtes devant le bâtiment, là, vous avez en haut la photo principale qui présente l'entrée principale du bâtiment, vous avez l'impression d'avoir une sorte de bâtiment avec un grand acrotère et quelque chose de plat. Et en fait, ça cache derrière une toiture. Hein, c'est la coupe que vous voyez juste en dessous. Et un des motifs architecturaux, c'est cette série de claustras qui est située à cheval entre les combles et le haut de la pièce de l'étage. Et donc ce système de claustrage joue là aussi le rôle de ventilation à la fois des combles et d'extraction d'air pour la pièce principale. Alors, les architectes vont quand même essayer de faire des toits terrasses, et notamment RL, il construit une très belle station-service en forme de paquebot, hein, vous voyez, avec le pont du paquebot sous lequel on va mettre les pompes, et puis le château qui devient le bâtiment d'habitation, et il surplombe en fait le bloc principal de bâtiment d'une toiture terrasse qui est décalée, hein, qui est surélevée, avec là aussi une lame d'air qui permet de ventiler et d'éviter l'échauffement. Et les architectes à l'époque parlent beaucoup de parasol, quoi. C'est vraiment, je mets le parasol et en dessous, je mets mes bâtiments d'habitation. Alors, la toiture terrasse ne sera pas la seule toiture qui sera utilisée. On a des toits de ce type-là, beaucoup de toits de ce type-là qui sont construits dans les années 50, qui sont des toits un peu aérodynamiques, donc des toitures avec des pans. Hein, là, on est dans un bâtiment scolaire, et on va avoir ces bâtiments avec ces deux pans légèrement décalés et qui ménagent entre les deux. Vous voyez là à gauche une sorte de lanterneau filant qui est protégé avec des lames, des lames métalliques, et qui va fonctionner vraiment comme une sorte avec les principes de l'aérodynamie. Donc il faut imaginer que le vent principal vient de la gauche. Quand le vent arrive, il est arrêté par le toit, donc sa direction va s'infléchir vers le haut, et il va redescendre, je veux dire, mais plus loin, et donc du coup va créer en arrière-plan, au niveau du lanterneau, une zone de dépression. Donc vous avez d'un côté une zone de forte pression, là où le vent souffle, une zone de dépression, là où là où il n'y a pas de vent, et il y a des prises d'air, on ne les voit pas, mais qui sont au niveau bas de la toiture, et donc du coup on a un dispositif où l'air est aspiré des zones de forte pression aux zones de basse pression, donc il est aspiré, passe dans les combles, accélère à la fois par la question de la basse pression, enfin du différentiel de pression entre les deux façades, et à la fois par l'effet cheminée, donc l'effet d'échauffement de l'air à l'intérieur des combles, et donc va accélérer là aussi les courants d'air, et donc emporter un maximum de calories. Et on va avoir beaucoup de ce type de toitures dans les années 50, qui sont là aussi de types de toitures qui sont construits pour répondre aux enjeux climatiques et notamment de protection solaire. Alors, je vous ai présenté les grands dispositifs, et il y a un bâtiment vraiment emblématique de cette modernité climatique. C'est un prototype construit par Jean Prouvé, qui s'appelle la Maison Tropique, qui est un prototype qui a été construit à 13 exemplaires. Un exemplaire a été implanté à Niamey, donc au Niger, et 2 exemplaires ont été implantés à Brazzaville. Voilà une photo d'époque présentant les 2 bâtiments, qui sont, et là, stupeur, c'est-à-dire que quand Jean Prouvé vient construire la base, il n'emprunte pas du tout en fait les éléments d'architecture de l'époque, tout ce que je vous ai montré là. Il retourne à la vieille case coloniale qu'il revisite complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez symptomatique de la démarche de Prouvé en Afrique, c'est-à-dire que vraiment, il est revenu vers ce modèle, cette sorte d'archétype qu'il a essayé de complètement revisiter pour le technologiser, pour le rendre au maximum, pour le faire ressembler au maximum à une sorte de machine.
Je vais prendre une photo qui est un peu plus récente, parce que ce bâtiment n'est plus à Brazzaville. Ils ont été démontés dans les années 90 et ils ont été emportés en France, restaurés dans la région parisienne. Il y a dû avoir un des bâtiments qui a été vendu aux enchères et l'autre, et vous pouvez le voir en ce moment, je pense qu'il est à Beaubourg, il a dû être remonté à Beaubourg. L'année dernière, il a un peu bougé, il est parti au musée du fer de Nancy et là vous avez une photo lorsque la maison Tropique qui est à Beaubourg, qui est une donation à Beaubourg, ou après, se trouvait à Nancy. Et là donc vous voyez, on retrouve en fait cette fameuse case avec véranda. La véranda est le plus légère possible en métal. On a dans la partie haute ces fameuses brise-soleil, mais qui sont orientables, hein, qui sont des sortes d'ailes d'avion orientables. On a le toit avec le lanterneau central qui permet l'aspiration de l'air, qui permet par un effet cheminée d'évacuer au maximum l'air. En plus, le haut du lanterneau est amovible et donc du coup on peut encore accélérer les courants d'air en jouant sur la partie haute du lanterneau central. Et le corps principal du bâtiment est conçu en fait avec des grands panneaux d'aluminium qui sont amovibles eux aussi, qu'on peut coulissants. Hein, et chaque panneau, en fait, voyez, est composé en fait avec une série de trous qui correspondent en fait à des vitres teintées en bleu pour éviter l'éblouissement. Et en bas et en haut, là aussi, le même dispositif de ventilation, d'aspiration d'air et de rejet d'air pour accélérer au maximum la ventilation transversale. C'est un bâtiment, ça c'est le plan en fait des bâtiments qui ont été en fait conçus pour héberger la succursale de Brazzaville de l'aluminium français. Donc l'aluminium français, c'est un grand conglomérat de producteurs d'aluminium, donc Péchinet par exemple, et qui voyaient bien que ça se développait beaucoup en Afrique et donc avaient décidé d'installer des succursales pour vendre en fait des matériaux en aluminium. Et c'est entre autres grâce à eux qu'on a eu le gros marché sur l'immeuble Air France avec tout le mobilier, enfin en tout cas une bonne partie du mobilier qui était en aluminium. Et on a donc ces plans et qui sont des plans qui ressemblent assez aussi quelque part au premier plan de la colonie. Hein. Donc du coup, ça aussi c'est intéressant de voir. Et ce qui est intéressant dans les archives de Jean Prouvé, c'est de voir en fait que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé sur le climat. Il n'est jamais allé en Afrique subsaharienne. Donc il a toujours travaillé en travaillant avec des architectes ou des ingénieurs qui s'étaient rendus sur place. Et il a dessiné des croquis qui expliquent un peu comment il faut prendre en compte le climat pour construire son bâtiment. Et l'autre grande caractéristique de ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment préfabriqué, démontable et remontable. La preuve, il est parti de France, il est arrivé au Congo, il est reparti du Congo, il est parti en France, puis aux États-Unis, puis en Angleterre, etc. Et là, on retrouve là aussi la première maison coloniale métallique que je vous ai montrée, sauf que la spécificité de ce bâtiment-là, c'est qu'il était transporté par avion, hein, par un avion cargo. Là aussi, symbole de la modernité, on doit pouvoir acheminer le plus rapidement possible une construction dont on a totalement maîtrisé tous les éléments et qui est très facile à monter avec très très peu de gens. Tous les dispositifs peuvent être maniés par 2 personnes. Donc quelque chose de relativement souple et facile à construire. Il y aura que 3 prototypes, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui va connaître un échec, un vrai échec, mais comme finalement Prouvé a rencontré aussi un échec lorsqu'il a tenté de développer la préfabrication métallique en France. Hein, il y a quand même relativement peu de choses qui ont été construites. La filière a été peu donné d'éléments. Notamment parce que on retrouve la même chose qu'en France, c'est-à-dire qu'il y a le lobby du ciment qui est important en Afrique dès cette époque, et encore plus maintenant. On a aussi le fait que ça coûte quand même moins cher de construire, même si la main-d'œuvre n'est pas super qualifiée, ça coûte quand même moins cher de construire sur place. Et la plupart des économistes de la construction de l'époque disent que voilà, c'est vraiment que des prototypes et on n'aurait jamais réussi en fait à trouver un modèle économique pour construire de façon extrêmement déployer cette architecture. Alors, à la fin des années 50, apparaît la climatisation artificielle. Ça, c'est quelque chose qui va profondément en fait changer l'architecture et pour 3 bonnes décennies.
Alors, après, il y a deux choses qui apparaissent donc quand je dis la climatisation artificielle, c'est l'électricité d'une part, et puis effectivement ces dispositifs qui sont importés des États-Unis, qu'on appelle des Windows Units, parce que ce sont des gros blocs que l'on vient encastrer sous la fenêtre et qui échangent là aussi des calories contre qui produisent des frigories, on va dire, pour réchauffer, pour prendre à partir de l'air extérieur chaud et renvoyer vers l'intérieur de l'air froid. Et donc, à partir des années 50, ce dispositif de Windows Unit se développe de façon très anarchique, en fait. C'est-à-dire que, bon, dans les bâtiments, on se dit que la ventilation transversale, c'est bien, mais un petit coup de froid, ça fait du bien aussi. Et donc, du coup, on voit dans beaucoup de bâtiments, peu à peu, apparaître des ouvertures sauvages dans les murs et l'installation de ces fameuses Windows Unit, qui sont rendus possibles parce qu'on a construit des barrages à Brazzaville et donc on a de l'électricité. Avant, on avait très très peu d'électricité. Donc l'électricité plus ce dispositif qui nous vient des États-Unis fait que on a un peu ces façades qui sont défigurées. Donc les architectes commencent à se poser la question. Ils se disent, on ne peut pas faire contre, donc on va faire avec. Et donc là, par exemple, Roger RL, dans un ensemble de logements construits à la fin des années 50, va assez profondément modifier son architecture. Vous voyez que les immeubles sont déjà beaucoup plus massifs. On n'a plus, à part ici, vous avez la cage d'escalier qui reste encore ventilée, mais le reste perd de sa ventilation. On a les murs sont très opaques. Et on a à l'angle, vous voyez, des niches qui sont installées, qui sont en fait les endroits où on va poser les fameux Windows Units. C'est-à-dire qu'en fait, le dessin architectural, la modénature architecturale va s'adapter pour pouvoir intégrer le mieux possible ce premier dispositif de climatisation artificielle. Dans l'immeuble en second plan, vous voyez, on a le bandeau de la fenêtre et puis décalé en bas à droite, vous avez aussi une tache d'ombre qui correspond en fait à la niche du Window Unit. De cet appareil de climatisation. Et donc, progressivement, en fait, on va avoir une fermeture en fait, des bâtiments. Et progressivement aussi, on va avoir tous les dispositifs que je vous ai montrés, orientation, ventilation transversale, façade filtre, toiture débordante, tout ça va disparaître parce qu'en fait, grâce à la climatisation artificielle, on va pouvoir s'abstraire, on va pouvoir créer un confort artificiel, de façon artificielle à l'intérieur, et on n'a plus besoin en fait, d'échanger avec l'extérieur, on n'a plus besoin de faire du climat son allié. Et dans les architectures qui seront construites dans les années 70, 80 et jusqu'aujourd'hui, on a vraiment ce reflux en fait, de cette architecture, de ces principes climatique que je vous ai présenté. À gauche, vous avez la tour Nabemba, construite en 1980, qui est la tour Elf. C'est le nom de Elf. Le pays devient un pays pétrolier dans les années 70, gros boom énergétique. Et là, le pays décide d'accéder à la modernité d'une grande capitale. On est après les indépendances. Et donc, du coup, la modernité, le symbole de la modernité, c'est la tour. Surtout qu'en face, 4 km, vous avez Kinshasa. Et donc, c'est à celui qui aura la plus haute. Et donc, du coup, vous avez cette tour Nabemba, vous voyez, qui est ronde. Donc, aucune orientation, qui est complètement opaque. Et qui va chercher un style. Là, l'architecte essaye de trouver un style africain. On peut imaginer qu'avec cette espèce de style organique, il essaye de singer ou d'exprimer en fait les forêts ou l'élan en fait des troncs dans les forêts. C'est aussi le choix des couleurs un peu métalliques, mais des choix dans les bruns qui renforcent un peu ce sentiment de tronc. Et à droite, vous avez un bâtiment qui est ultra contemporain, qui est un bâtiment construit en 2008, construit par les Chinois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Chinois sont devenus des acteurs de premier plan dans la reconstruction et dans l'équipement des pays africains, notamment en Afrique centrale, avec la logique équipement contre matières premières. Donc là, c'est le pétrole, entre autres. Et donc là, vous avez le ministère des Affaires étrangères qui a été dessiné en Chine, qui a été construit en fait par une entreprise chinoise avec des contremaîtres chinois et puis des manœuvres africains. Et on a vraiment très peu d'éléments où on est capable de retrouver de l'architecture climatique. On a un léger débord de toiture, mais on voit bien qu'on a une grande façade vitrée et que donc du coup, on a beau avoir des fenêtres qui s'ouvrent un peu, elles s'ouvrent pas beaucoup. Et donc du coup, on imagine que pour qu'un bâtiment comme ça fonctionne, il faut quand même
il faut quand même effectivement le raccorder à l'électricité et utiliser la climatisation artificielle. Sauf que c'est des pays où il y a des pénuries d'électricité et donc du coup vraiment de vrais dysfonctionnements dans ce type de bâtiment-là. Alors, je vais terminer par quelques images qui vous présentent des contre-exemples et des exemples contemporains, en fait, alors malheureusement pas au Congo, mais dans d'autres endroits, de cette architecture qui s'inspire du climat et qui fait du climat un allié. La première architecture que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le rectorat en fait, de la Martinique, qui a été construit par Christian Ovette en 1994. Donc on domine les hauteurs de Fort-de-France, on est face à la mer, et on a un grand bâtiment comme ça, avec un arc de cercle, on va dire, et on retrouve les dispositifs de cette architecture climatique, on retrouve ces brise-soleils avec ces grands auvents qui sont métalliques cette fois-ci, qui sont comme avec des lamelles qui viennent arrêter les rayons du soleil. Et donc, du coup, en arrière, vous avez une protection des surfaces vitrées qui, elles-mêmes, sont complètement amovibles. Ce sont des lames NACO, ce sont des lames en verre qu'on peut ouvrir ou fermer pour faire rentrer les vents. Et quand on regarde en fait le plan, donc vous retrouvez la grande courbe du haut que vous voyez tout à l'heure. Là, on est face au vent, donc on a un bouclier. Et donc le vent vient d'en haut, on va dire, et de la mer. Et donc, du coup, toute la partie en dessous, elle est en dépression. Et donc, du coup, on a le même système que ce que vous aviez tout à l'heure. Hein. Donc, l'air va des zones de forte pression aux zones de basse pression. Et donc, l'air peut transpercer le bâtiment, littéralement. Et l'architecte va tout mettre en place pour que l'air circule dans le bâtiment. Donc, par exemple, ici, vous avez le hall d'entrée qui est complètement ouvert, hein, avec ce dispositif de volets orientables qui permettent de fermer et d'ouvrir en fonction de l'heure de la journée ou en fonction des conditions climatiques. Vous voyez qu'en arrière-plan, tout ça est très ouvert. Les bureaux eux-mêmes, hein, comme je vous ai montré, on a cette grande surface vitrée hein, de sol à plafond, un peu comme dans le bâtiment Air France que je vous ai présenté tout à l'heure, avec ces lamelles qu'on peut ouvrir ou fermer en fonction de ce qu'on veut avoir. Donc ça, c'est un premier exemple que vous connaissez peut-être. Si vous avez l'occasion, je vous conseille en fait un petit film qui a été fait par Arte hein, dans la collection Architecture. C'est des films super pédagogiques et il y en a un qui a été fait sur ce bâtiment qui s'appelle la boîte à vent. Un exemple que vous connaissez peut-être moins, c'est un exemple qui se trouve au Zimbabwe. Donc dans une zone, alors on n'est pas sous l'équateur, on est dans une zone intertropicale, à Harare, la capitale, par un architecte, Mick Pierce, qui est un architecte zimbabwéen d'origine anglaise, mais qui est né, qui a grandi au Zimbabwe. Il a fait ses études en Grande-Bretagne et puis il est revenu, et qui a conçu en fait un grand centre, un bâtiment qui est à la fois un centre commercial et puis un immeuble de bureau. C'est la grande barre que vous voyez là devant. Alors ce bâtiment-là, vous voyez, il est de loin avec la silhouette, on se dit tiens, bon, en quoi il différencie des autres bâtiments, et notamment des bâtiments derrière. Vous voyez tout en haut, il y a une série de cheminées. Donc on va voir comment ça fonctionne ce bâtiment. Si je m'approche du bâtiment, en fait, on voit déjà que les façades, elles retiennent la leçon de Le Corbusier, c'est-à-dire si vous avez intérêt à pouvoir reculer les façades et les protéger par des loggias pour éviter qu'elles soient trop échauffées. Et donc vous voyez, on a ces zones d'ombre correspondent aux loggias, on a derrière les bureaux. Et puis, entre les séries de bureaux, vous avez des grandes surfaces verticales qui sont les escaliers, exactement comme dans l'immeuble Air France tout à l'heure. Et puis, on a donc en fait deux barres parallèles qui hébergent les bureaux, on va dire. Et puis, entre les deux, on a une grande cathédrale centrale qui est le mall, hein, donc le centre commercial lui-même, qui va jouer le rôle aussi, un rôle thermique assez important. Hein, c'est très haut, hein, c'est sur plusieurs étages. Si je montre une coupe du bâtiment, là voilà, on a un fonctionnement en fait où, alors j'espère que pour les gens qui ne sont pas trop experts en architecture, vous arriverez à comprendre. En fait, on a un dispositif où à chaque étage, en fait, on a des prises d'air au sol qui sont accélérées par des dispositifs de ventilateurs. Et puis, au centre de chaque partie du bureau, en fait, on a une sorte de gigantesque cheminée qui correspond à la grande cheminée que vous avez vue. Et on a des systèmes d'aspiration d'air qui accompagnent l'air jusqu'en haut. Et surtout que là,
La grande différence avec ce que je vous ai présenté, c'est que les combles sont surchauffés. Et donc, vous voyez, c'est tout rouge en haut. Donc, le soleil tape dedans. Et donc, du coup, comme on a un air surchauffé, on a vraiment un très, très gros effet d'aspiration de l'air depuis le bas vers le haut. Et donc, on est capable d'aspirer l'air sur plusieurs étages. Et donc, c'est une architecture pour laquelle l'architecte s'est inspiré, dit-il, en fait, des termitières. C'est ce qu'il appelle le biomimétisme, c'est-à-dire regarder comment fonctionne la nature pour transposer dans l'architecture. Parce qu'on s'est rendu compte, on a beaucoup de termitières au Zimbabwe, et on s'est rendu compte que la température à l'intérieur d'une termitière varie d'à peine 1 degré entre le jour et la nuit. Et on a compris en fait que c'était parce qu'il y avait plein de petits conduits d'air à l'intérieur et que les termites régulièrement régulaient, fermaient certains conduits d'air, en ouvraient d'autres en fonction de l'heure de la journée pour adapter en fait, pour garder une température relativement constante durant toute la journée. À droite, vous avez le haut en fait, de ce mall, de ce grand espace central commercial. Et là aussi, un peu comme dans l'une des photos que je vous ai montrées, on a la toiture qui est légèrement décalée par rapport avec un petit ménage un jour, qui permet à l'air, effectivement, de pouvoir s'échapper par la toiture. Alors, Mick Pierce a dû quitter en fait le Zimbabwe parce qu'il y a une grosse crise économique et politique et du coup est parti dans un autre pays où il y a de très très forts enjeux climatiques, un continent, c'est l'Australie. Et dans l'Australie, il a travaillé à Melbourne et le bâtiment que vous voyez là, ça s'appelle le CH2, c'est le Council House 2. Donc c'est en fait une annexe de la mairie de Melbourne pour lequel il a conçu avec une équipe d'architectes australiens un bâtiment là aussi qui est assez révolutionnaire dans la manière de traiter le climat. Je ne suis pas sûr que, enfin, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent cet architecte et ses architectures adaptées au climat. Donc sur la partie exposée au soleil, vous avez ce grand dispositif avec cette fois-ci une grande surface nattée de bois. Cette fois-ci, là aussi, on retrouve un dispositif ancestral et qui reprend finalement en fait les savoir-faire africains de tressage de façade. Donc, et sur la façade postérieure, excusez-moi, donc sur la façade postérieure, là, vous voyez, donc la façade, vous avez des grands dispositifs avec des espèces de cheminées gigantesques. Hein. Ça aussi, en haut, là, tout en haut, c'est un dispositif qui a été mis au point par un ingénieur zimbabwéen qui accélère l'aspiration de l'air. C'est un dispositif qui fonctionne en tournant. Il tourne grâce à l'air aussi, mais aussi grâce à l'électricité produite par des panneaux solaires. Donc on a un bâtiment comme ça qui est autorégulateur et qui utilise tous les éléments en fait du climat, que ce soit la température ou que ce soit les dépressions, les zones de forte pression et dépression, pour créer un confort équivalent au confort qu'on aurait avec une architecture climatisée. On a un fonctionnement de ce bâtiment, là aussi, désolé pour ceux qui ne sont pas trop spécialisés d'architecture, on a une coupe du bâtiment, la nuit, il fait noir, et le jour, c'est blanc, qui fonctionne différemment, puisque l'enjeu, le jour, c'est plutôt d'apporter de la ventilation transversale pour que les gens ne se sentent pas trop incommodés par la chaleur, et pendant la chaleur, donc, tous les éléments solides, structurels du bâtiment s'échauffent, et donc, la nuit venue, l'enjeu, c'est plus du tout d'apporter de la ventilation transversale pour le confort individuel. Il faut faire ventiler massivement pour évacuer les calories accumulées dans les parties solides, dans la construction. Et donc, du coup, on a un fonctionnement avec ce type de choses-là. Et la cheminée, vous la voyez à gauche, elle sert effectivement d'extraction de ce type-là. Et là aussi, la ventilation transversale ne suffit pas. Donc, il met en place un dispositif avec une pompe à chaleur où il va chercher en sous-sol en fait, de l'eau froide qui va, par des conduits, être amenée aux différents étages. Et donc, par un dispositif d'échange thermique entre l'eau et l'air ambiant, l'eau qui circule va récupérer les calories de l'air ambiant. Donc, l'eau va se réchauffer, puis l'air va se refroidir. Et ça fonctionne jusqu'au deuxième étage, parce qu'à partir du deuxième étage... en fait, l'eau et l'air sont à la même température dans son dispositif, et donc l'eau ne sert plus à rien. Donc il faut la rejeter. Mais plutôt que de la rejeter bêtement chaude, il va la refroidir. Et c'est probablement le dispositif, en tout cas le plus ingénieux de ce bâtiment-là. Il va créer ce qu'il appelle une shower tower, donc une tour douche, on va dire,
Vous les voyez là, les shower towers. En fait, l'eau est évacuée par la partie haute. Vous la voyez, elle est rouge, elle est chaude. Et elle va tomber. Et comme elle tombe, elle crée une dépression. Donc l'air rentre par l'espèce de tuyère en haut et donc est aspiré. Et quand l'air tombe, il y a un phénomène d'évaporation, de gouttelettes qui se crée. Et donc du coup, les gouttelettes, si on a évaporation, on a consommation de l'énergie. Donc la température de la gouttelette va diminuer en tombant. Mais au fur et à mesure où elle tombe, l'air aussi va à son contact se refroidir. Et donc on arrive à avoir en bas une eau qui est à la température à laquelle elle a été récupérée en sous-sol. Et en même temps, on a de l'air un peu frais qui arrive au niveau du rez-de-chaussée et donc qui permet en fait de rafraîchir le rez-de-chaussée, parce que le problème de ce rez-de-chaussée, c'est qu'on est dans une rue relativement étroite et donc du coup, on n'a pas de ventilation transversale ou très peu. Et donc c'est une manière, vous voyez, de créer une climatisation au niveau du rez-de-chaussée qui permet effectivement de rafraîchir sans avoir à utiliser la climatisation artificielle. Et donc vous voyez tout un dispositif ingénieux que cet architecte a développé en pensant au tout début à ces questions, à ces termitières, en essayant de s'inspirer de ces termitières, mais aussi en fait à travers toute l'information je veux dire qu'il a pu glaner en étudiant. Alors lui, il n'a pas étudié les architectes français, il a étudié les architectes anglais comme Maxwell Fry ou Jane Drew, et en essayant de les adapter à l'architecture contemporaine. Et vous voyez qu'ici, on voit ici que des architectures sophistiquées peuvent, sous les pays tropicaux, bénéficier en fait des mêmes niveaux de confort que les bâtiments que je vous ai montés précédemment, mais avec une bien moindre consommation énergétique et avec, à mon sens, aussi un peu plus d'inventivité architecturale. Je terminerai par dire qu'il y a un grand absent dans ce que je vous ai montré, c'est quand même l'habitat pour tous. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question aujourd'hui qui se pose, au-delà de ces éléments emblématiques d'architecture, c'est l'architecture ordinaire, l'architecture du logement, pour lequel il est très difficile, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment en tout cas pour l'architecture de masse, il n'y a pas vraiment de dispositifs qui sont aussi sophistiqués architecturalement. Les grands, en fait, en ce moment, par exemple, ils se construisent de grands ensembles, un peu comme de grands ensembles en Angola, qui est un pays riche du pétrole, qui essaye de résorber ces bidonvilles par des grandes cités périphériques, qui sont construites là aussi par des Chinois. Et on voit bien qu'il y a une grande difficulté à essayer d'adapter en fait des modèles alors, occidentaux ou orientaux, enfin des modèles du Nord, on va dire, aux pays tropicaux. Et donc là aussi, je pense qu'il y aura une nécessité de réflexion. Il y a des tentatives de réflexion en Afrique du Sud dans ce domaine-là, pour l'habitat de moindre coût, mais ça reste quand même relativement secondaire. Et néanmoins, on voit bien, je vous rappelle les premières diapositives, et notamment cette forte croissance urbaine qui va nécessiter qu'on puisse vraiment travailler sur la densité urbaine, sur la densification. C'est très certainement, on ne va pas pouvoir faire autrement. Autrement, on aura de la congestion de circulation énorme, autre problème climatique aussi, avec l'utilisation du pétrole. Et donc, du coup, il y a vraiment une réflexion aujourd'hui à avoir, comment on peut diffuser, en fait, ces inventions architecturales auprès de tous, et comment on peut aussi les adapter, on va dire, aux contextes culturels locaux, parce que là aussi c'est une grande inconnue. Tout ce que je vous ai montré est quand même une architecture essentiellement produite par des Européens pour des Européens, et donc en faisant fi en fait des pratiques sociales et culturelles locales. Et donc là aussi il y a vraiment un deuxième enjeu à relever, qui est celui effectivement d'une architecture qui réintègre avec les dispositifs techniques que je vous ai montrés la dimension culturelle, et qui soit vraiment ancrée dans le territoire pour lequel il a été produit. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez...